Salut tout le monde, ici Johan Rock et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en fait de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 31. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Johan Rock, un coureur utilitaire, un coureur de trail, un photographe, un auteur dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue, Johan. Bienvenue, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là, c'est super excitant parce que là, aujourd'hui, ton livre Ultra Ordinaire, volume 2, paraît sur les tablettes. Fait que je ne pouvais pas passer à côté. On s'était déjà parlé de l'opportunité de te recevoir au balado. On s'était parlé rapidement pendant le 24 heures tremblant avec David Bombardier. Mais là, je pense que c'était le timing parfait de te recevoir la journée du lancement de ce livre-là. Oui, ça fait du bien de pouvoir enfin en parler parce que c'est un long processus. Puis là, le livre est terminé depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, en tout cas, moi, ce que je devais faire est fait. Après, c'est à l'éditeur et à l'imprimeur de faire leur travail, puis etc. Mais pendant des semaines, je ne peux pas en parler parce que ce serait trop tôt. Parce que, après avoir pensé à ça pendant des années, puis avoir travaillé pendant des mois, puis après, c'est une période de silence forcé pendant des semaines. Là, ça démarre. Là. Ben oui, puis je suppose qu'il y a aussi le parallèle avec le cordon ombilical. Là, que là, on coupe le cordon parce qu'il y a une part que toi, tu crées ton livre, tu le relis. Je suis sûr qu'il y a des milliers d'ajustements, puis c'est jamais vraiment terminé. Puis je suppose qu'à un moment donné, il y a comme le couperet qu'il faut qu'il passe. Puis, OK, faut l'envoyer en impression, puis il faut arrêter les édits. Oui, ça, il y a eu ça. J'étais pas trop nerveux. J'ai pas eu de mal à le laisser partir. C'est juste que on avait comme tout juste assez de temps pour faire toutes les validations, les vérifications, tout relire, tout vérifier, les moindres détails. Mais j'étais pas tout seul à faire ça, là. Les Éditions de l'Homme, ils ont une équipe d'expérience très solide. Puis moi, j'avais fait, je me souviens, une liste de tous les petits défauts que je voyais, les erreurs sur le PDF qui n'était pas final. Puis, il ne fallait surtout pas que j'y touche parce qu'il y avait une équipe dédiée qui travaillait là-dessus aussi. J'avais fait toute ma liste d'erreurs. Puis après, quand le PDF corrigé est arrivé, ça a été corrigé avant même que... Enfin, moi, je l'avais vu, eux aussi. Donc, je suis entre de bonnes mains. Mais après, c'était des détails... vraiment plus moi personnel sur OK, on va corriger le cadrage de la photo, on va changer celle-ci, elle est un peu sombre, on va rajouter une virgule à cet endroit-là, puis à un moment OK, c'est bon, c'est fini, on le laisse aller parce que on espère qu'il y a juste plus de coquilles, mais il y en avait une dans le premier livre. Ah oui? Ouais, je l'ai encore en travers de la gorge, personne n'a vu, toujours comme ça. Puis là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, non, mais peut-être qu'il y en a une. Je sais pas. Écoute, j'ai eu la chance de le lire avant la sortie, puis je te remercie d'avoir fait le pont aussi avec les Éditions de l'Homme pour pouvoir le lire. J'ai pas vu de coquille. Je travaille en rédaction dans la vie, c'est ma job. Fait que ça m'aurait sauté aux yeux, mais je veux pas dire jamais, puis je veux pas. Oui, non, il y en aura sûrement une, mais bon, c'est pas grave. Là, pour l'instant, il est parfait. Exactement. D'habitude, avec mes invités, on a l'habitude d'abord d'avoir une bière pour accompagner l'entrevue. Là, on est à peine midi, fait que je sais pas pour toi, moi, j'ai opté pour le café. Le café, j'en ai déjà eu pas mal. Les bières, je suis sûr, j'en ai une dans le frigo. Je pourrais sûrement aller m'en chercher une. Ah, c'est comme tu veux. Et ouais, je vais y aller, ce sera pas long. Go, allons-y. Attends, il y a Anne qui se propose pour y aller. Pas l'habitude de me faire servir, mais bon, vu que j'ai des écouteurs dans les oreilles. C'est en pleine entrevue. Je peux pas bouger. Là. Donc, c'est super. Service aux tables. Ben oui. Puis d'habitude aussi, avec mes invités, on a l'habitude de parler de leur parcours, de leur biographie. Puis comme je veux pas faire un épisode de 4 heures, puis comme Salut Anne! Elle a pris 2 bières, je pense que la deuxième, mais pas pour moi, je sais pas pourquoi. Merci! Cheers à vous deux, santé, merci d'être là.
Oui, j'ai raté ta dernière question, j'étais occupé. En fait, je disais seulement que d'habitude aussi, en plus d'avoir la bière, j'ai aussi l'habitude de parler du background des gens, de parler de leur parcours de coureur et tout. Puis je rassure, c'est pas que c'est pas intéressant. Au contraire, tu as un parcours qui est très, très intéressant, mais aussi très, très médiatisé. Je pense qu'il y a personne qui court au Québec qui ne sait pas qui est Yoann. Ou en tout cas, si c'est le cas, prenez une pause, allez googler Yoann, puis revenez dans 15 minutes. Mais je ne veux pas qu'on s'attarde trop à ça parce que tu l'as raconté dans ton premier tome, tu le racontes dans le deuxième livre aussi, puis c'est super intéressant. Mais je pense qu'on a en masse de choses à dire, ne serait-ce que sur cette aventure-là, cette année 2020-là, parce qu'il y a eu tout plein de choses, mais tu me l'as dit aussi en ouverture, c'est un travail qui remonte à plus que 2020, ce livre-là. Puis j'ai envie qu'on mette notre accent sur ce livre-là qui paraît aujourd'hui, puis toute l'épopée derrière. Puis même, je terminerai en te faisant ma petite critique. Je ne suis pas une critique littéraire, mais je terminerai en disant mon opinion. Puis, spoiler alert, c'est très positif. Puis, je vous incite à aller vous procurer ce livre-là pour vrai. Tu es le premier lecteur neutre, a priori. Donc, là, Anne l'a lu, l'éditrice l'a lu. Il y en a qui l'ont lu, évidemment, mais ils étaient tous peut-être trop proches du sujet ou avaient un rapport professionnel avec le sujet. Donc, mais comme lecteur, public cible, tu es le premier à l'avoir lu au complet. Puis, tu m'as déjà fait part de quelques-uns de ton retour. Puis, c'est stressant. Maintenant, le retour est positif, donc ça l'est moins. Mais ça reste quand même que maintenant, le texte ne m'appartient plus et je n'ai aucun contrôle sur ce que les gens vont y retrouver ou pas. Mais c'est la beauté de la chose et également ce qui est un petit peu inquiétant. Parce que moi, j'ai voulu raconter des choses. Comment est-ce que ça va être perçu? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Exactement. Ben, c'est ça. Je pense que ça fait partie du charme de rédiger le livre. C'est à un moment donné, on le lance dans l'univers puis on espère que ça récolte ce qu'on espère ou que ça transmette les informations ou les sentiments, les émotions. Puis ça, tu le fais vraiment merveilleusement bien de transmettre des émotions. On riait, on s'écrivait sur Twitter, puis je te disais, moi, une des citations que j'ai adorées, puis n'importe quel coureur qui... Moi, je me rends jusqu'à moins 10 en short, là, je sais que toi, c'est vraiment plus froid que ça, mais comment tu dis ça? C'est la crème brûlée qui cisaille les tibias. On a tous une image, à un moment donné, d'une trail un peu molle ou dans ton cas, quand on traverse le fleuve, de mettre le pied, puis là, c'est de la glace, puis là, on a une petite crème brûlée qui est en train de nous couper les jambes. Ouais, et ça saigne, et ça saigne. Et voilà. Ouais. Ça fait guerrier, ça fait warrior. Ça fait partie du charme des ultras. Hein. Ouais, ça fait des photos qui ne sont pas toujours très agréables à voir, par contre, mais bon. Exact. Fait que parlons de ce deuxième livre-là, puis je le dis depuis tantôt, volume 2, volume 2, on va rappeler le titre complet, Ultra Ordinaire, volume 2, Odyssée d'un coureur. Le premier, c'était le volume, il n'était pas volume 1, c'était Ultra Ordinaire, Journal d'un coureur. Puis paru en 2016. Donc, 5 ans entre les deux livres. Ouais. Voilà. Parle-moi de justement ce 5 ans-là, parce que le volume 2 commence, puis je trouve que la première partie est un magnifique pont entre ce qui s'est passé dans ces 5 dernières années-là. Moi, je m'attendais à ouvrir un livre puis avoir une espèce de récit de cette course percée Montréal que tu as fait, qui était très médiatisée. Puis bien au contraire, puis à mon grand bonheur, c'était beaucoup plus que ça. Puis on a tout le pont. Parle-moi de ce 5 ans-là, du moment que reculons de 5 ans, du moment que tu faisais des entrevues pour parler du volume 1, puis jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'idée de faire un deuxième livre est venue avant même que le premier soit publié. Parce que comme on disait au début, là, le livre va être publié, mais moi, je l'ai terminé. J'ai terminé de l'écrire en octobre. Après, il y a eu tout le travail sur la maquette, la mise en page, qui est un autre travail de création, mais qui est très différent. Mais le message, pour moi, il est écrit depuis le mois d'octobre. Donc, depuis octobre, je me suis arrêté de courir pour me reposer, j'ai repris la course, puis là, j'ai de nouvelles idées. Et donc, il y a évidemment, il me trotte dans la tête un troisième livre, dont la forme est totalement vague parce qu'il est bien trop tôt, mais ça fait partie du processus. Donc, quand j'avais fini le premier, fini de l'écrire, je pensais déjà à un deuxième. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu, ce qui est a posteriori formidable parce que ça donne des plus belles histoires, puis ça permet de remplir un livre justement comme celui-ci. Donc je voulais écrire un deuxième livre parce que l'expérience du premier, c'est cool de créer un livre, travailler en équipe, fabriquer un objet comme ça. Et puis l'idée que j'avais à l'époque, c'était je vais continuer à faire des ultras parce que j'étais sur ma lancée, j'avais fait 6 ultras en un an, donc puis j'avais terminé. Puis l'objectif, l'idée pour la fin du premier livre, c'était je vais en faire beaucoup pour taper un mur, frapper un mur, puis à un moment, quelque chose va m'arrêter parce que j'en fais trop, et c'est là que ça devient intéressant, voir où est la limite.
Puis le problème, c'est que je n'ai pas trouvé la limite. C'est le problème, peu importe le niveau auquel on se situe. On se fixe un objectif et quand on l'atteint, il faut faire attention à s'en fixer peut-être un autre ou considérer qu'à un moment, on va avoir une baisse de motivation parce que hey, ça y est, j'ai réalisé ce que je visais depuis longtemps et puis maintenant, je fais quoi? Donc, c'est ce qui m'est arrivé avec le premier livre, c'est-à-dire j'en ai fait beaucoup. J'ai terminé en plus par l'UTMB, Québec-Montréal, puis la Diagonale des Fous. J'aurais dû abandonner une de ces trois, puis c'est pas arrivé. Donc là, un peu sur ma lancée, je m'étais déjà inscrit à un 100 km à Hong Kong, puis à un 100 km en Australie. Et puis finalement, j'ai jamais retrouvé l'excitation dans ces courses-là, malgré le dépaysement, malgré le voyage, que j'avais en faisant l'UTMB. Donc l'UTMB, ça reste encore, à part le Percé Mont-Royal, qui est autre chose, mais l'UTMB, c'était le dernier ultra où vraiment j'étais nerveux, une bonne nervosité avant une course. Puis là, tu regardes le paysage, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis la course était magnifique. Et j'ai bizarrement pas retrouvé ça, même en allant sur l'île de la Réunion pour faire la Diagonale des Fous. Puis c'est parvenu après. Le truc, c'est que quand tu as un petit coup de fatigue, une baisse de motivation, si tu paniques tout de suite en disant ah, j'arrête de courir parce que ça ne me plaît plus, parce que tu n'as pas eu envie de courir pendant 3 semaines, c'est un petit peu rapide. Sauf qu'au bout de plusieurs mois, je me suis rendu compte que cette envie-là n'était plus là. Donc, et ça, plein d'autres facteurs qui sont expliqués dans le livre aussi. Donc, au niveau personnel, au niveau travail, au niveau que finalement, ça prend beaucoup de temps. Puis aussi, c'est comme, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant d'assez gros pour tester et atteindre cette limite-là qui m'intrigue. Puis là, j'ai eu peur pour moi-même en me disant, ben là, je vais tomber dans la surenchère. C'est-à-dire, il faut que je cours plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors, on sait comment ça termine. La réponse est oui, mais il y a 5 ans, j'avais finalement plus envie de me lancer là-dedans. Donc, ça a entraîné un arrêt complet de la course qui pendant longtemps, j'avais du mal moi-même à m'expliquer. Puis moi qui voulais écrire un deuxième livre, quand tu arrêtes de courir, c'est comme, là, ça va mal. Puis finalement, j'ai recommencé à courir un petit peu par défaut parce que c'est le seul truc que je sais bien faire. Donc, en cachette aussi, comme tu l'expliques, oui, c'était en cachette. Tu n'as pas mis de photos, tu n'as pas réactivé le Strava, tu as fait ça en imposteur par en dessous. Oui, parce que j'étais moi-même pas convaincu que j'allais aimer courir de nouveau. Parce que ça, je m'étais forcé à courir pendant plusieurs mois parce que c'était ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, par routine, j'ai tenu un certain moment. Puis, à un moment, je me suis dit, j'ai pas besoin de courir, je sens plus l'envie, donc j'arrête. Et j'ai pas eu de sensation de manque du tout. J'ai arrêté du jour au lendemain, puis ça s'est super bien passé. Mais à un moment, j'en avais marre de prendre le métro, donc j'ai quand même repris la course. Puis ça a été horriblement désagréable. Donc, sans surprise, la course, c'est pas un sport qui est toujours très agréable, c'est ça. Et donc, il n'y a pas eu de coup de foudre, mais par habitude, je savais dans quoi je m'embarquais. Tranquillement, j'ai remonté la pente physiquement, puis j'ai retrouvé la motivation, puis à un moment, les photos sont revenues. J'ai cru que les ultras allaient revenir, puis la réponse, c'était non, absolument pas. J'ai essayé des ultras, ça s'est pas super bien terminé, mais sans aucun regret. Comme je retrouvais toujours pas dans les ultras ce que je trouvais avant. Donc là, il y avait tout le plan que j'avais de faire des courses. En fait, le plan que j'avais, c'était de faire des courses de l'ITRA et puis d'aller faire des courses sur chaque continent, puis de voir où je pouvais me situer au niveau du classement ITRA, un petit peu par curiosité. J'avais même le Tour des Géants dans ma liste. Et puis finalement, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Ça tombe en plein pendant la rentrée scolaire. En tout cas, c'est pas simple à gérer. Puis ça me tente pas de gérer tout ce qui va avec ça. Donc, j'avais tout laissé tomber. Quand j'ai repris la course, j'avais absolument zéro objectif. Et j'avais toujours l'idée, j'aimerais bien écrire un livre quand même, mais de quoi je vais parler. Puis quand j'ai commencé à expliquer pourquoi j'avais arrêté de courir, ma grande surprise, moi qui avais un peu honte d'avoir arrêté de courir, parce qu'on voit ça comme un échec, donc c'est un réflexe humain, comme j'arrête de courir alors que je courais, donc c'est négatif. La réponse est absolument pas. Donc, mais c'est difficile de s'en convaincre soi-même. Mais quand j'en ai parlé, le retour a été extrêmement positif parce que à peu près tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Sans surprise, on n'est pas tous des bêtes de motivation à avoir jamais de haut et de bas. Exact. Et puis, peu importe l'activité, peu importe le sport. Donc là, dans les coureurs, comme tout le monde, à un moment, c'est j'ai pas envie d'y aller. Ouais, ça arrive. Puis c'est pas grave si tu t'arrêtes, c'est pas la fin du monde. Puis si tu reprends jamais la course à pied, c'est pas grave. Mais il y a une raison derrière ça. Il y a plein d'autres choses dans la vie. Exact. Et puis donc d'en avoir parlé, tout d'un coup, j'ai découvert que l'arrêt de la course est un sujet en soi. Dans un livre de course à pied. Donc, ça donnait comme un point de départ donc pour raconter une histoire donc, pour un deuxième livre, mais je n'avais toujours pas
de ligne directrice, de sujet. C'est comme il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Je ne peux pas juste parler comme j'ai arrêté de courir. Puis, à un moment, je m'y suis remis. Puis là, je retourne à nouveau au travail en courant. Fin de l'histoire. C'est un petit peu court. Donc, il fallait qu'il m'arrive quelque chose. Mais vu que je ne voulais plus faire d'ultra vraiment, c'était un petit peu limité. Puis, ça a mûri. L'idée était toujours en arrière de la tête. Puis là, ma vie a pas mal changé. Je me suis séparé. J'ai rencontré Anne. Puis là, la course reprenait de plus en plus de place en temps dans ma vie. Donc, je courais de plus en plus. J'avais retrouvé le plaisir de courir, même sans objectif. J'avais retrouvé le plaisir de faire des photos. J'ai changé de style de photo. Plutôt que de prendre ce que je voyais, je m'amusais à me prendre dans mon environnement. Donc, des autoportraits. Pas des selfies, mais des autoportraits. Ça, c'est un petit défi technique que je trouvais vraiment amusant, surtout quand il fait moins 25, en short ou pas. ça occupe l'esprit. Puis là, donc finalement, je me suis mis graduellement à courir plus que ce que j'avais jamais couru avant, alors que 2-3 ans avant, je ne courais plus. Donc là, j'étais dans une forme magnifique, mais avec toujours aucun objectif. Je me dis, c'est quand même dommage. Comment est-ce que je fais pour voir à quel point je suis en forme, avec quoi je peux comparer, sachant que j'ai pas vraiment envie de faire un ultra. Puis finalement, ça a comme déclenché puis rendu le projet de livre viable. C'est qu'à un moment, j'étais allé luncher avec Patrice Godin. Et puis, lui, il avait fait le Bigfoot en 2016, qui est donc une course dans l'Ouest, dans l'État de Washington, une course de 200 000, 320 km, un peu plus, je crois, 330. Mais toujours un petit peu. La course de Candice, les 3 du Triple Crown, c'est 200 miles sur papier. Ensuite, en réel, il y a même le Moab qui monte jusqu'à 240. Puis là, pour une raison quelconque, je ne sais vraiment pas pourquoi, il m'a parlé de ça. Puis j'avais déjà vaguement entendu parler du Triple Crown sûrement. Je ne me souviens plus, mais là, il me dit « Ah, j'aimerais faire le Triple Crown. » Puis, ah ouais, c'est comme c'est 200 000, 200 000, 240. Ah ouais. Et là, ça fait un déclic. Ça serait cool, ça. Donc, ce n'est pas un ultra, c'est 3 ultra. En tout cas, il n'y a plus de nom pour ça, ce n'est pas grave. Puis là, ça m'a vraiment motivé. Puis là, tout d'un coup, tout s'est mis en place. Je me suis dit, hey, ça fait, peu importe ce qui arrive en tentant ces 3 courses-là, il va m'arriver quelque chose. Et puis que je les termine ou non, parce qu'il faut faire les 3 en 2 mois finalement. Donc, août, septembre, octobre. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de les terminer bien, c'est d'y aller, puis de se lancer dedans, puis de voir ce qui arrive. Puis là, je me suis dit, OK, ça fait une belle finale pour un deuxième livre où je pars justement de « J'ai arrêté de courir », la suite directe du premier, quasiment une conséquence du premier livre. Et puis finalement, je cours comme jamais et je tente ce que je trouvais qui était de la surenchère 5 ans avant, c'est-à-dire je vais quand même pas courir pendant des jours. Ouais. Finalement, tiens, ça devrait être intéressant. Est-ce que tu penses que c'est la peur ou l'excitation? Parce que tu dis que tu n'avais pas retrouvé cette excitation-là depuis l'UTMB. J'ai l'impression que quand on pense aux ultras, aux 100 miles, qui est la, je veux dire, tu recules de 5 ans, les 200 miles, personne n'en parlait, c'est nouveau. Est-ce qu'à l'époque, après avoir fait l'UTMB, que là, tu as l'excitation parce que c'est probablement une des courses les plus difficiles au monde, ça se passe bien malgré les embûches, tu la termines. Tu t'en vas faire la Diagonale des Fous, qui encore là doit être dans le top 3 des ultras les plus difficiles. Tu le complètes. Est-ce que tu penses que cette motivation-là ou cette perte de motivation-là était aussi du fait, après ça, aller faire 100K à Hong Kong, j'ai vécu pire sur la Réunion, j'ai vécu pire à l'UTMB. Est-ce que cette peur-là, cette excitation-là a été perdue? Puis là, quand tu entends parler du 200 miles, là, il y a comme un nouvel horizon qui s'ouvre à toi. C'est sûr, quand on se lance dans des ultras, il faut, il me semble, apprécier l'inconnu et le fait de ne pas prévoir ce qui peut arriver. Donc, même si je ne peux toujours pas prévoir ce qui va arriver dans un 100 miles, j'en ai vécu assez qu'il me semble qu'à moins d'un accident, une blessure majeure ou quelque chose comme ça, il me semble que je vais trouver la solution pour arriver au bout. Donc, ce mécanisme-là, c'est comme, ça ne va pas comme j'avais prévu, évidemment. Je suis en train de vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu avant, qui n'est pas agréable. OK. Puis, tu trouves quand même la solution pour finir. J'avais comme trouvé pour moi la recette pour terminer les 100 miles, un petit peu quoi qu'il arrive. Puis, les terminer... sans avoir à respecter de chrono ou quoi que ce soit, quand je vais arriver au bout, ce ne sera pas confortable, mais je vais y aller. Donc, j'avais compris comment ça fonctionnait. En tout cas, c'est mon impression. Donc, peut-être que si je m'y relance, la course a un talent pour nous faire mentir. Oui. Je suis sûr que je vais trouver quelque chose qui finalement ne fonctionne pas du tout, mais c'est l'impression que j'avais. Donc, effectivement, dans les 100 000, j'avais l'impression que je n'avais plus rien à apprendre sur moi-même. Par contre, dans un 200 000, puis ça, j'avais touché un petit peu, je pense, à ça avec la Diagonale des Fous.
qui durait quand même, c'était 168 km, mais c'est pas toute l'histoire parce que j'ai fait le Vermont 160 km en 16 heures, puis la Diagonale des Fous, c'est 168 km, comme 8 km de plus comme moi, mais 42 heures. Donc, c'est fou, hein? c'est la même distance, mais ouais, c'est pas la même chose. Là. Ça m'a se pris compare quasiment pas. 2 jours, et puis j'ai terminé la Diagonale des Fous. J'étais dans le premier bloc, si on veut, qui s'étend sur des dizaines d'heures, mais sachant qu'il y en a qui ont terminé le lendemain. Donc, c'est très, très long. Donc, j'étais tombé, je me souviens, dans un état au bout de, je pense, 15-20 heures de course, ce qui n'était même pas la mi-course, en temps, la distance, j'ai aucune idée où j'étais à ce moment-là, mais où le fonctionnement du corps et de l'esprit change. Tu perds la notion du temps parce que ça n'a plus vraiment d'importance. Donc, tu dors pas la nuit, tu cours pas le jour. C'est comme tu cours quand tu t'endors pas sur place. Et puis, quand tu dois dormir, tu te couches là où tu peux, 5, 10, 15 minutes. Puis, quand tu te réveilles, tu repars en courant. Puis, tout devient extrêmement simple. Tu tombes dans un cycle où tu fais juste que courir, manger, dormir, courir, manger, dormir. Puis, à un moment, je me dis, hey, j'ai l'impression que je pourrais faire ça éternellement. Parce que tu vas tellement lentement que tu t'épuises pas. Puis tant que tu dors, ça veut dire qu'à un moment, tu vas te réveiller puis tu peux continuer. Puis là, justement, c'est combien de temps j'aurais pu continuer. Donc, j'avais touché à ça, mais la course s'est terminée seulement au bout de 42 heures, si on veut. Et j'ai senti que j'aurais pu continuer. J'étais content que ça se termine, mais s'il avait fallu continuer, j'aurais pu, mais jusqu'où on peut aller? Puis là, la réponse, c'est comme dans un 200 000, j'aurais pas le choix de découvrir ce qui se cache après, mais que je retrouverai. Il n'y a pas vraiment de 100 000 plus long que la Réunion, je peux pas croire. Là. Non, Donc, dans à les part la temps, Barclay, ouais. la Barclay peut-être, là, qui prend 60 heures. Exact. Si tu es très rapide pour Mais arriver au est-elle bout, puis que tu te vraiment perds 100 pas. miles? C'est ça. Non, elle est plus que ça, mais bref. Donc, c'était dans les 200 000 que je pouvais trouver cette réponse-là. Puis c'est là où, OK, là, je vais probablement apprendre quelque chose sur ce qui se passe après. Mais l'investissement en temps est largement différent. Là. C'est comme il faut partir longtemps pour pouvoir faire ce genre de course-là. Exact. Donc, là, tu avais le Triple Crown en tête. Mm-hmm. Tu étais inscrit, puis non seulement ça, mais tu étais préparé parce que je me rappelle l'année passée, à peu près à pareille date, tu commençais tes 7 Days Challenge où tu faisais l'équivalent de la distance de ces 3 courses-là, mais en 7 jours, ce qui est quand même assez fou à travers le travail, à travers le train-train quotidien. Tu sais, Moab 240 en 7 jours, c'est 380 km. 385 km en 7 jours. 7 jours. Puis là, je faisais ça. Ouais, je me souviens. Ça, c'était drôle en plus. J'en parle un petit peu dans le livre. Parce que je voulais tester à quel niveau de forme j'en étais. Je sentais que j'étais plus en forme que jamais. Puis donc là, j'étais parti avec un ami, Vincent, qui court très bien aussi. Puis je me suis dit, ça va être mon étalon. Donc, pas l'animal, mais l'étalon de mesure pour voir. Je sais qu'il court bien, je sais qu'il peut courir longtemps, mais je sais aussi qu'il ne s'est pas préparé. Il n'est pas préparé comme moi, je le suis en ce moment. Puis là, on parle du mois de mai l'an dernier, où les courses n'étaient pas encore annulées parce qu'il y avait un petit virus qui traînait. Parce que, c'est un peu plus long que prévu, mais ça devrait s'arranger. Puis donc, je lui ai dit, viens avec moi, on va courir tous les matins, on va faire 56 km. Puis on se lève à 2, 3, 4 heures du matin, on fait 56 km, puis après on rentre chez nous, puis on travaille, parce qu'on a tous des réunions le matin, puis on fait notre journée. Puis moi, je vais faire ça 7 jours de suite, puis je voulais voir, est-ce qu'il va arriver à me suivre. Donc, oui, il arrivait à me suivre pendant les 56 km à la vitesse à laquelle on allait, parce que ce n'était pas un sprint. Par contre, il a tenu 4 jours, ce qui est quand même plus de 200 km. Ouais, pour faire le calcul. Ouais, donc c'était quand même gros. Puis le matin du 5e jour, il a tenu 2 km avec moi. Puis là, il a complètement explosé, alors que moi, ça allait bien. Donc, je me suis dit, c'est un signe, c'est anecdotique, c'est pas scientifique, mais c'est comme, OK, moi, ça va bien. Puis lui, qui est quand même pas mauvais, là, il est complètement détruit. Puis moi, il me reste encore 3 jours à faire. Puis ça s'est tellement bien passé que c'était quasiment une semaine de 400 km sans aucune conséquence particulière. Sur asphalte? Oui, sur asphalte, à visiter en partant de Longueuil. Je suis allé jusqu'au fort de Chambly. C'était pas tout à fait assez loin pour faire que 56 km aller-retour. Je suis allé jusque dans l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, jusque dans l'ouest, au parc René-Lévesque. Je suis allé voir Laval, de l'autre côté, et aller jusqu'à Varennes. En tout cas, c'est un moment, ça fait comme une étoile sur la carte. Puis, je visite la grande région de Montréal en courant le matin avant d'aller travailler. C'est extraordinaire. Et puis là, je me suis dit, OK, là, je suis vraiment prêt pour le Triple Crown. Là, je ne peux pas être plus prêt que ça. Là, c'est jamais aussi bien couru. Donc là, je me dis, ouais, ça va être vraiment une belle aventure. Puis, les courses, évidemment, ont été annulées. Donc là, je me suis retrouvé.
je suis prêt, qu'est-ce que je fais là? Puis ça devenait vraiment, vraiment stressant. Je le voyais venir, mais je voulais pas y croire. Ouais. Puis Puis tu avais le meilleur niveau de fitness probablement de ta vie, selon ce que tu dis. Fait que tu dis, Oui, oui. des fois, tu racontes dans ton livre, tu t'es jamais blessé, puis on touche du bois dans ce temps-là et tout, puis c'est impressionnant, mais ça demeure que c'est pas parce que tu es au meilleur niveau de fitness en mai 2020 que ça va tenir un an de plus parce qu'il peut tellement arriver de choses dans une vie qu'il doit y avoir une frustration quand même quand tu sens que tu y touchais, puis probablement que ces 200 mètres-là, ce serait bien passé, comme un ultra de 200 mètres peut bien se passer, Oui, on oui, s'entend, oui. mais tu avais le niveau de fitness pour te rendre là, tu avais le volume d'entraînement pour être là. Fait que, Ouais. quand tu as reçu le courriel, comment tu t'es senti quand tu as vu ce truc-là? Je voulais pas y croire. Je vivais volontairement. Là, c'était pas, pardon, c'était pas non plus du déni, de l'aveuglement. C'était de l'aveuglement volontaire. Je savais que les courses allaient être annulées. Déjà, les frontières étaient fermées même avant ça. Puis je savais que je pouvais passer la frontière en avion. Il y avait comme cette espèce de cas absurdes où les frontières terrestres étaient fermées, mais je pouvais y aller en avion et revenir en avion, moyennant probablement une quarantaine à l'arrivée aux États-Unis, puis une autre quarantaine au retour au Canada. Donc, 2 semaines de quarantaine, quand les courses sont séparées de 5 semaines, c'était un défi. Mais là, je me dis, ouais, mais j'ai envie de faire les courses. Puis après, on est perdu dans le bois, c'est-à-dire quelques centaines de coureurs répartis sur 300 kilomètres. Il n'y a pas de risque une fois qu'on est sur place parce qu'on est tout seul. Donc, Non, mais le problème, c'est de... plus de risque d'attraper la COVID en allant faire l'épicerie à Longueuil que Oui, de probablement. courir 200 miles dans le désert de Moab. Tu sais. Puis, finalement, les courses ont été annulées. Et puis là, c'est OK, parce que c'est un projet de course, déjà, énorme, dans lequel j'avais investi beaucoup de temps, puis d'entraînement, puis d'argent. Les courses, celles-ci ne sont pas données. Là. C'est vraiment cher parce que l'organisation est vraiment complexe. Ben oui. Et puis, c'était aussi un projet de livre. Donc, c'est parce que je voulais raconter une histoire. Et puis là, mon histoire est en train de tomber à l'eau, puisque tu disais tout à l'heure est parfaitement vrai. Donc, puis là, mon éditrice m'avait appelé. Donc, parce que le projet de livre était lancé, c'était signé depuis décembre avant. Okay. Donc, Triple Crown. J'avais préparé plein de trucs, puis j'avais vendu ça. L'éditrice, elle ne connaissait rien en course à pied, donc j'avais vendu comme tout le concept. J'ai fait comme un crash course de l'ultra en 15 minutes, en passant de ce que c'est un ultra pour finir avec le Triple Crown. Donc, 1000 et quelques kilomètres à quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la course à pied. Disons qu'elle ouvrait des yeux comme ça, puisqu'après, elle y croyait au projet. Puis là, à un moment, comme boum, les courses sont annulées. Puis donc, elle m'appelle en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le livre? Parce que ça fait partie intégrante, c'était ça la conclusion à écrire de ton livre. Puis donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on décale d'un an ou deux? Puis là, c'est comme, ouais, mais dans un an ou deux, je serais peut-être blessé. J'aurais peut-être plus envie de courir, peut-être que les courses n'auront même pas lieu, parce que peut-être que le virus sera encore là. Là, on commençait à comprendre que ça allait durer longtemps. Peut-être que l'organisation de Candice aurait fait faillite parce qu'elle était en train d'annuler des courses à droite et à gauche. Puis, il n'y avait aucune garantie que dans un an, les courses auront encore lieu. Puis d'ailleurs, je ne sais même pas si elles vont avoir lieu cette année. Là. Cette année, même 2020, il y en a une des 3 qui a finalement eu lieu. Ouais, c'était le Moab, je pense. Le Moab, mais en ce moment, ils n'ont rien annoncé. Mais tu sais, Candice, elle organise d'autres courses dans l'année. Puis je voyais qu'il y a une de ces courses qui avait lieu bientôt, qui était annulée ou reportée. Fait que ça va continuer cette année. Là, je pense qu'au Canada, en ce moment, les choses se présentent bien. Puis on continue de toucher du bois pour les courses québécoises. Okay. Mais aux États-Unis, la situation n'est pas la même. Puis elle n'est pas la même dans chaque coin des États-Unis aussi. Fait que, ouais, non plus. Là. Bref, tu as tout à fait raison. Tu ne peux pas juste dire, bon, on reporte d'un an le projet. Là. Ouais, donc là, elle me demandait est-ce qu'on le repousse d'un an, est-ce qu'on le repousse de 2 ans. Puis j'avais dit non, j'ai pas envie parce que je suis prêt maintenant à courir à peu près n'importe quoi. Et 2, j'ai pas envie de repousser justement l'histoire que je voulais raconter dans un deuxième livre. J'ai pas envie de la repousser plus loin parce qu'à un moment, quand tu veux publier quelque chose, il y a une question de timing aussi. C'est-à-dire 5 ans entre 2 livres, c'est bien, c'est parfait. Il fallait que j'ai quelque chose à dire. Mais attendre 6 ans, 7 ans, à un moment, ça commence à être long aussi entre 2 récits puis 2 aventures. Donc, je trouvais que 5 ans, c'était parfait. Oui, puis il y a aussi les histoires secondaires où, en fait, ne sont même pas tant secondaires. J'ai l'impression que l'aventure Percé Montréal elle-même est une aventure secondaire qui est ton odyssée à toi comme homme, comme coureur, comme amoureux, comme père. Il y a tout ça comme histoire. Puis, comme tu dis, le timing de la course de Percé Montréal ou du Triple Crown, elle pouvait être décalée, mais ce que tu avais raconté, je pense que ce qui rend le truc vraiment beau de tout ça, ce qui le rend humain, ce qui le rend authentique,
c'est que tu racontes des choses que tu viens tout juste de vivre. Tu rentres dans des détails très personnels sur, tu parles de ton divorce, tu parles de tes enfants, tu parles de ta rencontre avec Anne, tu parles de ton travail, le changement de travail. Tu parles de tout ça, puis soudainement, si le Triple Crown a lieu dans 2 ans, ben, ce parallèle-là d'Odyssée qui est magnifique dans le livre, ben, tombe un peu à l'eau. Si tu compares des choses qui se sont passées à 3 ans d'intervalle, on est rendu loin, je suppose. Hein. Ouais, puis surtout, ça faisait je trouvais que ça faisait un beau récit, donc puis l'histoire se construisait toute seule. Puis là, pendant longtemps, quand j'imaginais le livre, même quand la pandémie a démarré, je me dis, je parlerai pas de la pandémie dans le livre, parce que pendant longtemps, je pensais que ça n'aurait aucun impact sur l'histoire. C'est comme, je pourrais la mentionner, mais elle ne fera pas vraiment partie de l'histoire parce que finalement, c'est comme qu'il y ait pandémie ou non, je suis allé faire le Triple Crown, ok, il y a eu un peu de problème pour passer les frontières, mais là, quand ça a été annulé, c'est comme, ok, la pandémie a clairement un impact sur l'histoire que je voulais raconter. Et donc, puis là, moi, je me suis mis comme il faut absolument que je trouve quelque chose, Puis ça m'a perturbé pendant 3 jours où là, je cherchais, puis là, je l'explique dans le livre, l'idée est sortie de je ne sais pas trop où j'étais sur mon téléphone, donc au soleil, en train de déprimer parce que qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a plus rien. Puis à me balader sur la carte, puis dire Gaspé, Montréal. Ça fait quelle distance? Puis là, c'était 980 et quelques kilomètres. Comme, voilà, ça fait même pas 1000. Donc, il faut au moins atteindre un chiffron. Donc là, Percé, Montréal. Donc, puis là, sur le téléphone, OK, ça fait un peu plus de 1000 kilomètres. C'est comme, ah bah tiens, je pourrais essayer ça. Puis là, sans plus réfléchir, je me suis dit, OK, ça va être ça mon défi. Puis j'ai vraiment, comme j'ai tapé, littéralement, mon plan, c'est je prends l'autobus, je vais à Percé, je reviens à Montréal en suivant la 132. Ça va me prendre 9 à 10 jours. Point. Puis donc, quand l'éditrice m'a appelé en disant « Ah, les courses sont annulées, c'est quand même pas de problème. J'ai trouvé une solution. Je prends l'autobus, je vais à Percé, je reviens en courant. » Donc là, je te rappelle qu'elle découvrait quand même beaucoup de monde de la course à pied. Elle dit « OK, mais du point de vue de la communauté des coureurs, est-ce que c'est pour elle le Triple Crown, la Triple Crown, la manière dont j'en avais parlé, c'était pas les Jeux Olympiques, mais c'était quand même un gros truc. Puis il y a un classement à la fin. Puis elle dit, mais est-ce que c'est la même valeur, le même poids de courir Percé Montréal que de finir le Triple Crown? Parce que, je ne sais pas, mais il me semble que courir plus de 1000 km, ça va quand même être un bon défi. Donc, je pense que les coureurs ne seront pas déçus que je ne fasse pas le Triple Crown, mais que je cours 1000 km à la place. Là, je ne savais pas encore que je le ferais en sandales. Là, c'est venu ça plus tard. Puis donc, j'ai réussi à la convaincre que non, ça va quand même faire une belle histoire, j'en suis sûr. Mais mon plan s'arrêtait à 2 lignes. Donc, je pars, puis on verra. Donc, oui. C'était 2 semaines et demie avant la date que j'avais prévue pour le Bigfoot, la première, où là, j'avais des vacances qui étaient prévues, un congé, puis j'ai du temps, je suis prêt, je pars. Puis finalement, ça s'est transformé en une aventure bien plus belle que si j'étais allé dans l'Ouest américain à faire 3 courses. Ça m'a donné plus de temps aussi pour écrire le livre. Ça, j'avais pas trop pensé au temps disponible, mais ça m'a donné plus de temps pour l'écrire. Puis ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce projet-là. Donc, puis c'est pour ça, là, je me dis, OK, on parlait du congé sans solde. C'est pour pouvoir affronter ce projet-là de course puis d'écriture, il faut, contrairement au premier livre où j'avais essayé de faire ça à temps partiel, puis quand tu fais à temps partiel, tu fais 2 choses mal, donc, ou moins bien en tout cas. J'ai dit là, j'ai peu de temps, puis je peux pas être stressé par le travail alors que je cours pendant 2 semaines. Je peux pas avoir une date de retour parce que puis je sais pas dans quel état je vais être à l'arrivée. Puis après, il faut que j'écrive. Je peux pas faire ça le soir. Écrire un livre au complet le soir en travaillant 40 heures par semaine. Je mets tout là-dedans. J'arrête de travailler pendant 3 mois et demi et puis on y va. Puis finalement, ça s'est bien terminé, mais c'était pas gagné. Un sprint, ça aussi, tu es revenu de l'exploit physique, puis là, tu es embarqué sur un autre exploit qui était de livrer un livre. Mais comme tu dis, il y a une expérience, j'ai l'impression, humaine dans tout ça, puis il y a une expérience, tu sais, ça tape l'imaginaire parce que les gens connaissent la map du Québec, les gens connaissent la Gaspésie. Puis cette année, plus que jamais, là, tout le monde est en Gaspésie cette année. J'en parlais avec Mathieu Blanchard, que, quand je l'ai reçu, quand il revenait de son GR A1, puis c'était pareil, c'était comme, je suis allé faire un exploit en Gaspésie, mais tout le monde est en Gaspésie cet été. Puis il y a quelque chose qui tape l'imaginaire aussi de la map du Québec, puis partir de la ville la plus à l'est qu'on connaisse, tu sais, probablement la plus à l'est du Québec, puis de descendre jusqu'à Montréal. Il
il y a quelque chose de fou. Puis moi, dès que tu avais lancé cette idée-là, ça m'a tout de suite fait penser à Ricky Gates. Je ne sais pas si tu connais le coureur de trail, qui est un gars un peu comme toi qui a fait des courses et tout. Il était sur l'équipe Salomon au tournant des années 2010, puis un coureur de skyrunning super performant. Puis à un moment donné, on ne l'a plus jamais revu à une ligne de départ. Il s'est tanné de la course organisée, puis il s'est mis à faire des défis. Il a fait le Every Single Street à San Francisco. Il a lancé ce mouvement-là de faire des cartes Strava qui sont la ville au grand complet. Mais il y a un projet qu'il a fait récemment, en fait, le film a paru récemment, puis le livre est excellent, c'est Transamericana. Ouais, j'ai vu le documentaire, ouais. Tu sais, je vois vraiment des similitudes, c'est deux trucs complètement différents. Vous êtes deux artistes, auteurs différents, mais au final, c'est de connecter deux points, de dire lui, il est traversé de l'Est en Ouest aux États-Unis d'une traite, mais c'est de traverser des grandes distances, mais on dirait que l'exploit physique devient secondaire à l'exploit humain, puis il raconte quelque chose, il dit... Pour lui, la course, c'est pas une façon de compétitionner ou de faire du sport ou d'avoir un bon cardio. C'est un médium de communication. Et on ressent vraiment ça dans son approche. Tu sais, le Every Single Street est devenu une espèce de mouvement où il y a plein de gens qui le font. Tu sais, il y a Marjorie à Québec, et la blonde de Guillaume Barry, qui est un coureur de trail, qui est en train de faire la ville de Québec au grand complet en 1 an et quelques. Puis c'est devenu quelque chose qui communique. Lui, il racontait à un moment donné, il a fallu que j'embauche une firme pour gérer mon site web parce que les gens m'envoient des photos de ça, puis les gens m'écrivent et tout. C'est devenu un truc qui a connecté les gens entre eux. Puis après ça, l'histoire du Transamericana, le documentaire est à peine sur l'exploit physique de la chose que les rencontres qu'il a faites. Puis c'est ce que j'avais hâte de découvrir dans le livre. Puis c'est exactement ça que j'ai eu aussi. Il y a l'exploit physique qu'on a lu dans tous les sites web de course cet été, qui est exceptionnel. Mais là, c'est une autre histoire que tu racontes. C'est l'histoire humaine derrière ça. C'est les rencontres, c'est les gens qui t'ont hébergé, qui t'ont donné du lait au rouleau et tout ça. Le rouleau a eu un impact majeur. Pas toujours positif, mais un impact majeur, c'est sûr. Mais oui, moi, ça m'a énormément surpris parce que quand j'ai lancé l'idée, ça, comme tu dis, c'est hyper simple à comprendre une course comme ça. C'est-à-dire, je pars de Percé, je longe l'eau, puis je décrivais, puis les gens se foutent de ma gueule parce que sur le livre, je dis c'est simple, je pars, il y a la terre à gauche, puis de l'eau à droite. Si à un moment, c'est pas comme ça, c'est parce que je me suis perdu. Puis évidemment, sur la photo de couverture, je suis pas dans le bon sens. C'est le contraire. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on comprend que tu es à Percé pour cette photo. J'étais à Percé, après j'ai fait demi-tour, puis ça s'est bien terminé. Mais... donc, c'était très simple à comprendre. Puis, quand c'est simple à comprendre, ça résonne très vite dans l'imaginaire des gens. Parce que si tu es obligé de commencer à expliquer, même le GRA1 qui n'est pas très compliqué, tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est un GR. Puis le GRA1, il est quand même relativement récent. Puis là, il faut que tu expliques un peu d'où il part, puis par où il passe. Et, ça demande un petit effort supplémentaire. Puis si tu te lances dans des Everesting, puis des trucs dans le genre, il y a un côté technique aussi qu'il faut expliquer, surtout à ceux qui ne sont pas initiés. Tandis que là, Percé-Mont-Royal, n'importe quel Québécois, qu'il ait fait du sport dans sa vie ou pas, va dire en courant... parce que c'est long en voiture, parce que moi, je sais, je l'ai fait en bus 15 heures avec un masque, puis je voulais mourir. Mais après, au moins, je vais revenir, j'aurai pas de masque. Ça va me prendre 2 semaines, mais bon. Donc, c'était très simple. Et tout de suite, ça a comme fait un boom sur les réseaux sociaux. Puis là, tout le monde voulait embarquer, m'aider, aller courir avec moi. Puis, OK, parce que pour l'instant, j'ai pas prévu, j'ai prévu mon parcours, plus ou moins. J'avais prévu des arrêts qui n'ont pas du tout fonctionné parce que j'étais très en retard sur mon horaire. Puis, je n'avais pas prévu d'être accompagné. Puis, comme je sais pas, je prends une balise pour qu'on sache où je suis, mais venez me voir si vous voulez. Moi, je prends pas rendez-vous parce que j'aurais du mal à gérer juste moi-même déjà. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que l'enthousiasme me dépassait, puis c'était plus juste ma course. Et puis je pense que l'effet de la pandémie a joué un rôle extrêmement important dans cet engouement-là. C'est-à-dire qu'on pensait là, en tout cas, il y a eu un creux, c'était l'été, c'était un petit peu plus calme, on pouvait quand même être dehors, il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait rien. Et les gens avaient déjà été confinés pendant plusieurs mois, et je pense que ça leur faisait juste plaisir, parce qu'on peut aider quelqu'un. Juste rendre service à quelqu'un qui passe en courant, puis juste lui donner une bouteille d'eau ou juste l'encourager sur le chemin ou aller courir 5, 10, 15, 30, 50 kilomètres avec lui. Juste ça va nous faire plaisir de donner. Puis moi, il me donnait ça, puis ça
Ça a transformé ma course, évidemment, parce que sans ça, je pense pas que je serais arrivé au bout, parce qu'il y avait la présence des gens qui venaient courir avec moi, qui augmentait au fur et à mesure que j'approchais de Québec puis de Montréal, parce que c'était de plus en plus peuplé. Il y a de plus en plus de clubs de course puis de coureurs. Puis après, il y avait ça. Puis aussi, virtuellement, je me rappelle d'un matin, puis j'en parle dans mon livre, parce que c'était un point tournant où à un moment, j'étais complètement découragé. C'était le 3e ou 4e matin, j'étais brûlé, j'avais mal partout, j'avais du mal à sortir du lit, du mal à descendre les escaliers là où j'étais hébergé. Puis je me dis, je peux à peine descendre un escalier, c'est pas vrai que je vais courir toute la journée, c'est pénible, là. Puis c'était une journée, la veille, il y avait du vent, c'était la queue d'une tempête tropicale qui était passée par là, puis les vents en Gaspésie, maintenant je le sais, ça fait mal. Mais là, je me retrouve au bord du chemin, c'était gris, le village n'était pas beau, comme j'étais découragé. Puis là, j'ai pris mon téléphone, puis là, il y avait des centaines de commentaires. Puis là, OK. Puis là, les commentaires étaient tous positifs, mais il y avait dans aucun commentaire il y avait la moindre pression ni de performance. Donc, personne me dit « t'es en retard, franchement, comme 9 jours, c'était faisable. » Puis là, finalement, j'étais en retard au bout du premier jour. Donc, je ne savais même plus quand j'arrivais. Donc, ça n'avait aucune importance, comme il se doit. Mais quand tu es dedans, tu te dis « je suis en retard, c'est la catastrophe. » Mais personne ne m'attend. Tu es le seul à te mettre cette pression-là, finalement. Ouais. Donc là, c'est comme, OK, ça, je peux laisser tomber. Apparemment, tout le monde s'en fout. Et puis même le fait de terminer n'était aucunement un critère pour personne. Personne ne voulait me voir terminer à tout prix. C'était « essaie-le, va jusqu'où tu peux aller, et puis on sera fiers de toi. » OK, bon, ça enlève toute pression que je m'étais mise, parce que je m'étais fixé un point de départ, puis un point d'arrivée, puis un calendrier. Mais là, finalement, tout ça n'avait aucune importance. C'est juste, il faut juste que j'avance. Puis, pour rendre honneur à tous ceux qui m'accompagnent virtuellement ou en vrai, je me suis dit, je vais essayer d'avancer. Puis quand je ne pourrai plus avancer, je m'arrêterai. Puis finalement, je suis arrivé au bout, donc à ma grande surprise, parce qu'il y a eu des hauts et des bas spectaculaires, mais c'était parce que j'avais toute cette communauté-là qui me portait. Puis avec ces messages-là, ça c'était la plus grande découverte, parce que quand tu fais un ultra, déjà c'est beaucoup plus court, puis tu n'es pas encouragé, tu es encouragé par les bénévoles, mais sinon tu es pas mal tout seul dans ta tête. Mais là, c'est devenu comme, je suis la 132, puis là, à un moment, ça dépassait complètement l'entendement, le nombre de commentaires que j'avais, c'est comme, voyons, pourtant je fais juste courir, là, c'est pas, ça n'a pas de signification en soi, là, je fais juste rentrer à Montréal, là, mais ça a complètement dépassé l'objectif que j'avais de passer mes vacances en courant, là, c'est devenu beaucoup plus gros. Oui, puis ça frappait l'imaginaire aussi. Puis comme tu dis, je pense que tu as cette capacité-là à démocratiser le truc. Je pense que ton premier livre, c'est ce qui rendait le truc intéressant. Puis je le compare beaucoup, pas du tout dans sa manière qui est écrit, mais avec Territoires inconnus de Patrice Godin. C'est des livres qui démocratisent vraiment bien le sport qu'on a. Puis tu le disais tantôt, si on rentre dans les technicalités d'Everesting et tout ça, ça va plaire au public qui fait de la course, qui fait de l'ultra et tout. Mais quand on veut rallier les gens autour de quelque chose ou quand on veut juste lancer un défi puis inspirer les gens à sortir et tout, il faut trouver des formulations simples. Tu as comme cette capacité-là à démocratiser ces accomplissements-là. Puis tu as aussi une capacité, je trouve, à rendre positif les médias sociaux. On entend tellement de négatifs. Il y a tellement eu de négatifs autour des médias sociaux puis les effets négatifs de tout ça. Alors que là, c'était juste, je fais un projet, embarquez si ça vous tente, venez courir avec moi si ça vous tente. Moi, je fais percer Montréal. Comme As You Are, amusez-vous. Puis finalement, c'est devenu un mouvement. Je veux dire, c'est peut-être des coureurs, mais j'ai l'impression que tout le monde suivait ça avec attention. C'était beaucoup plus large que les coureurs, justement. Je me souviens c'était des coureurs et leur famille. Puis leur famille étant, c'était au tout début, là, à un moment, je courais. Puis là, ça allait encore assez bien. J'étais encore assez en forme. Et puis, à un moment, je vois... c'est méchant, mais pour moi, ils avaient l'air vieux. Mais en tout cas, c'était sûrement des retraités. Et puis, qui, à un moment, ils descendent de leur maison. Là, c'était loin en Gaspésie. Puis, ils descendent de leur maison avec leur verre de vin. Ils étaient à l'apéro pour venir m'encourager. Là, je les regarde. Je pense pas qu'ils courent. Ils n'ont pas l'air de ça. Puis, effectivement, ce n'étaient pas des coureurs, mais leur fils ou leur fille ou leur petit-fils courait. Puis, leur avait dit hey, allez voir, vous savez, il va passer dans votre village. Il y a Johan Rock là, qui est parti de percer. Puis, allez le voir, allez l'encourager, au moins pour moi. Puis, donc, eux, ils descendaient avec leur verre de vin. La course à pied, ils n'y connaissent rien. Mais c'est ça, tu leur dis percer Mont-Royal,
ça suffit. C'est comme, OK, même à vélo, c'est long. À pied, ils n'avaient jamais vu. Puis non, donc, ça dépassait totalement. C'est comme la course à pied. Là, c'est comme, on n'y connaît rien, mais on sait que ça ne doit pas être facile. On dit que si tu parles à ces gens-là, j'ai fait le Mont-Royal à répétition ou je suis allé au Mont-Sainte-Anne pour faire l'équivalent de l'Everest. Ils n'ont pas de référence, ils ne savent Non, pas si c'est facile, difficile, c'est trop technique. On dit que ça, c'était très simple. Donc, ça allait beaucoup plus large que la communauté de coureurs. Ça, j'en étais particulièrement fier parce que justement, c'était, oui, il y a un côté, un aspect performance, mais la vitesse n'a aucun intérêt. D'ailleurs, ces gens-là qui n'y connaissaient rien à la course à pied, puis même quand on s'y connaît à la course à pied, c'est comme que ça me prenne 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Donc j'étais vraiment fier que ça dépasse justement la frontière de la communauté de coureurs qui était présente, puis que ça aille plus loin. Donc ça a fédéré une bonne partie du Québec. Puis ça, c'est vraiment cool. Là. Donc toute une aventure que j'aurais jamais obtenu ça en allant dans l'Ouest canadien, américain. Non, exactement. Là, ça a dépassé les frontières, puis ça devient un accomplissement humain. Puis justement, le livre, comme je le disais tantôt, tu ne mets pas l'attention sur l'accomplissement physique lui-même. Tu en parles avec beaucoup de modestie, mais tu parles des difficultés que tu as vécues, puis tu parles des gens que tu as rencontrés, puis de leur impact sur toi. Puis ça, c'est vraiment très le fun à lire, justement. C'est ça qui rend le truc intéressant, puis c'est ça qui va faire que ça va dépasser justement la frontière de seulement les coureurs. Puis je pense que tu as une manière d'écrire que je suis certain que ton livre sur le Triple Crown of 200 aurait réussi à intéresser les gens qui ne s'y connaissent pas. Mais là, c'est un autre niveau complètement. Tu pars avec un sujet qui déjà intéressait les gens parce que, comme tu dis, on est loin de la discussion de pace et de ligne d'arrivée et de dénivelé. Là, c'est juste 1135 km à pied. Que ce soit à la course, à la marche, à reculons, en roulant, on s'en fout. C'est un humain qui part sans aucun moteur, puis sans aucune roue, sans aucune aide. Ça se résume littéralement comme quand je l'avais communiqué au tout début, quand j'ai eu l'idée, dans un texto. Comme ça rentre dans un texto de 2 lignes, puis tout est là. Donc, si tu arrives à avoir un projet qui rentre dans un texto, c'est comme, tu sais que c'est une bonne idée, puis qu'il y aura des bonnes histoires. C'est facile à expliquer. Mais tout à l'heure, c'est ça, tu parlais du côté positif des réseaux sociaux. Donc, c'est ça déjà, je pense que 100% des messages que j'ai reçus étaient tous positifs, ce qui est sur les réseaux sociaux peut-être un exploit. Donc, c'était vraiment agréable à lire. Puis également, je discutais hier avec Jean-François Harvey, puis on parlait de ce que j'ai vécu pendant le percé Mont-Royal, puis que je le savais, mais je n'avais jamais vécu à ce point, que le fait de courir en groupe change absolument tout. Donc, puis c'est là, je l'ai dit, ça m'a permis de continuer parce qu'il y a des fois, j'avais tellement mal aux jambes pour plein de raisons assez évidentes. De toute façon, je courais 85 km par jour. Bref, j'avais tellement mal que j'étais incapable de courir quand j'étais tout seul. Donc, au début, c'était plus le cas. Après, il y a de plus en plus de monde. Puis, dès que quelqu'un arrivait pour m'accompagner pendant 5 km, tout d'un coup, comme par magie, j'arrivais à courir. Pas vite, donc, mais au moins je courais, donc ça allait, j'atteignais au moins mon objectif de la journée, un petit peu plus rapidement. Donc moi, ça m'apportait beaucoup, mais dans l'autre sens aussi, je l'ai vu également de manière systématique, tous ceux qui se joignaient à moi ont tous, c'est-à-dire ils avaient tous un profil de coureur particulier, personnel, puis il y en a qui étaient blessés, puis qui revenaient à la course, il y en a qui commençaient la course depuis peu de temps, puis là ils se dit, il passe, on va aller l'accompagner pendant 5 km. Puis 5 km s'est transformé en 10 km, s'est transformé en 15 km. Puis quasiment tous ceux qui m'ont accompagné, la journée où ils étaient avec moi, ont fait plus que ce qu'ils avaient jamais fait. Donc, mais c'est parce qu'il y avait, on était en groupe, c'était super agréable de discuter, puis on allait super lentement. Donc moi, je courais, puis je marchais, puis je m'arrêtais pour boire, puis pour manger, puis on repartait en marchant, puis on courait. Donc, c'était un rythme. À la marche, je pense que tu vas probablement plus vite en temps normal. Mais c'était une expérience de course quasiment à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire, tu fais pas un sprint, tu cours, puis tu marches, puis tu cours, puis tu marches, puis c'est une belle expérience. Puis comme ça, tu peux tenir toute la journée. Donc, il y avait ça au niveau en vrai, donc avec des vrais gens, mais avec les réseaux sociaux, ça permettait aussi de partager cet échange-là, donc virtuellement. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif avec les technologies qu'on a maintenant. C'est que même si les gens n'étaient pas là avec moi, ça m'encourageait énormément, comme je l'ai dit. Puis je voyais des messages aussi qu'il y en a plein qui se sont mis à faire des trucs dans l'été, à dépasser ce qu'ils pensaient pouvoir faire parce qu'ils voyaient un exemple. Parce que si lui, il le fait,
Comme, bah, pourquoi pas moi? Comme, bah, oui, effectivement, il n'y a rien qui t'empêche d'essayer quelque chose de fou, puis de voir ce qui se passe. Puis donc, cet échange-là entre coureurs, la communauté se vit donc, soit en courant vraiment avec quelqu'un ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, Ouais, puis on l'a vu avec la pandémie, je pense, parce qu'on a perdu beaucoup d'interactions sociales. Puis ça a été remplacé par plein d'autres choses comme ça. Puis on a suivi, moi, c'est sûr, j'ai une crowd plus de coureurs, puis je suis des coureurs et tout ça, mais ça a permis de prendre part à des défis qu'autrement, ça ne serait peut-être pas arrivé de cette façon-là. On ne les aurait pas suivis parce que, bon, c'est un accomplissement parmi d'autres à travers des courses, des événements, des 5 à 7 avec les amis. Là, notre attention était comme dédiée à ça, puis comme ouais. ça a pu encourager les gens à se dépasser, puis à juste se dire, bon, ben, pour Johan Rock, se dépasser, ça veut dire faire 1000 km, ça veut dire faire 1000 km entre Percé et Montréal. Pour d'autres, c'est-tu de sortir faire 10 km, c'est-tu de faire 50, c'est-tu de viser faire un mois, je vais essayer de faire 300 km ce mois-ci. Ben, parfait, ça a juste mené les gens à se dire, ben là, si lui, il est capable de faire ça, moi, c'est quoi mon Percé Montréal? C'est-tu faire Québec-Trois-Rivières ou c'est-tu faire Québec-Charlebourg? Peu importe d'où tu es. Puis ça tape l'imaginaire de se dire, ben, let's go, je fais quelque chose qui est mon Percé Montréal. J'ai trouvé que là-dedans, dans tous ces défis personnels que tout le monde s'est lancé, il n'y avait jamais de vanité ou de quelqu'un qui voulait. Oui, tu te mets en valeur sur les réseaux sociaux. En tout cas, des fois, on le voit un petit peu comme ça. C'est comme ça a l'air un peu égocentrique, etc. Mais j'ai pas senti ça du tout. Oui, on cherche un peu la validation et le retour des autres, de ses pairs, mais c'est pour s'encourager mutuellement. C'est pas, regardez, moi, je fais ça parce que je peux me faire un plus gros défi que vous. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait aucune compétition entre personnes. Puis tout le monde s'encourageait. Puis après, c'est ça. Peu importe, quand tu te pousses au maximum, peu importe que ton maximum soit 5 km ou 1135 km, tu vas vivre la même chose. Donc moi, le malheur, c'est qu'il faut que je cours maintenant 2 semaines pour vivre quelque chose, puis qu'il m'arrive quelque chose de vraiment intéressant. Mais si vous ne courez que 5 km et que vous vivez ça, au moins, vous pouvez le vivre plus souvent. Ça prend moins de temps. Ouais. Donc, c'est quand même un point positif. Mais c'est ça, il n'y avait aucune compétition, de ce que j'ai remarqué. Et puis les réseaux sociaux, on a l'impression souvent que c'est ça. Là. On se met en spectacle. Je n'ai pas senti ça du tout. Non, puis quand je parlais tantôt que Ricky Gates parlait de la course comme d'un médium de communication, mais là, c'est même plus juste un médium pour connecter avec des humains en vrai pendant un parcours. C'est un médium de communication à travers ça. Puis je pense que c'est ça cet été. Tu as des athlètes élites. On parlait de Mathieu tantôt. Il y en a d'autres qui ont tenté des trucs avec un record en tête, mais parce que c'est la carotte qu'ils ont besoin pour se dépasser. Mais on a vu plein de trucs, des gens faire des trucs complètement fous de connecter deux villes ou de, encore là, faire un Every Single Street. Les gens se sont lancés sur plein de trucs. Un marathon sur un balcon ou un marathon autour d'un arbre. Exact. Fait que ces accomplissements-là ne sont pas tant pour le record. Tu sais, le gars qui a fait il y a un coureur de trail, Jamil Khoury, qui a fait un marathon sur un hélipad, mais tu sais, à courir sur 20 mètres avec des tournants, tu ne peux pas rouler à 4,30 kg. Fait qu'il a fait un marathon en 6 heures, ce qui ne serait pas exceptionnel pour bien des gens. Mais ce gars-là peut clairement faire un marathon en 3 heures dans la vie. Mais là, dans le contexte, c'était juste de faire OK, c'est complètement fou, il a tourné en rond pendant 6 heures pour faire un marathon. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est un médium de communication. Puis quand je traçais le parallèle avec Ricky Gates, ben, ce que tu dis en ce moment de dire on s'en fout du temps et tout, ben lui, quand il a annoncé qu'il allait traverser les États-Unis à la course, les gens se sont dit OK, il tente un FKT, c'est quoi le parcours le plus rapide? Le record, c'est tant. Le gars a fait je m'en fous complètement. Il a choisi un parcours plus long parce qu'il voulait croiser certaines villes. Il voulait repasser par chez lui au Colorado. Il voulait être sûr de passer dans les États du Sud pour aller. Lui, il y avait de quoi de politique aussi, d'aller jaser avec les gens qui votent pour Trump puis de les comprendre, pas d'aller leur dire pour qui voter, de dire je vais passer par pas le Wyoming, mais je vais passer par la Caroline du Sud, je vais passer par le Tennessee, par ces États-là pour voir qu'est-ce que les gens pensent puis les comprendre. Fait, encore là, il y a complètement tasser l'objectif de record. On s'en fout. Probablement qu'en ce moment, tu as le record, Percé Montréal, parce que tu es le seul qui l'a fait, mais on s'en fout. Oui, il y a un Pamphile de la Tulipe dont j'ai appris l'existence, qui a fait c'était dans les années 70 et 80, qui a fait des distances de fou, donc au Québec et ailleurs. Il est passé par la 132, c'est sûr, plusieurs fois. Je ne sais pas dans quel sens il l'a fait. Je sais qu'à un moment, il a fait dans les années fin 70, je pense qu'il a fait le tour de la Gaspésie. C'était un 1000 km, quelque chose comme ça. Le temps, je ne m'en souviens plus, mais il est passé par là où je suis passé bien avant moi. Peut-être plus vite, je ne le sais pas, j'en ai aucune idée. Puis je ne pense pas que son objectif, c'était de battre un record. De toute façon, il était probablement le premier à le faire. C'est ça. Il y a toujours quelqu'un
qui a fait plus long, plus rapide, qui a déjà fait cette route-là. Sinon, tu peux en trouver un autre. Comme, oui, OK, mais là, c'était déjà, si j'avais eu un objectif de record, il serait tombé à l'eau assez vite parce que mon calendrier était tombé à l'eau. Là. Mais c'était clairement pas l'objectif, effectivement. Là. C'était juste, je veux traverser, c'est comme Ricky Gates, ce que je veux, c'est traverser un territoire. Puis suivre une route qui soit belle et intéressante. Puis moi, ce qui m'a guidé, puis c'était les quelques heures où j'ai déterminé que je voulais partir de Percé et puis revenir à Montréal ont été déterminées exclusivement par un peu les mathématiques. Il faut que ça fasse plus de 1000 kilomètres. Donc, et sinon, par des considérations, comme je veux voir le fleuve. C'est ça que je veux voir parce que le fleuve, il fait partie du Québec déjà, clairement. C'est-à-dire, je cours le long du fleuve ou sur le fleuve à longueur d'année. Le fleuve fait partie de mon paysage et c'est mon terrain d'entraînement, mais j'en connais une toute petite partie. Donc c'était, je veux voir le reste. Tout simplement. Donc c'est un voyage géographique. Et puis, j'ai pas été déçu parce que vraiment ce voyage-là, donc en partant de Percé, là c'est la mer, c'est l'océan. Donc là on voyait rien. On voit jusqu'à l'autre bout, puis en fait on voit juste de l'eau. Et puis je me souviens, c'est en arrivant à Sainte-Anne-des-Monts où là à un moment je regarde de l'autre côté. Puis là la géographie du fleuve commençait à apparaître. Où là il me semble que je vois l'autre rive, mais ça pourrait aussi être une bande de nuages. Je le sais pas parce que c'est la première fois que je viens ici. Puis là ceux qui étaient là ils disent non là on voit c'est Bécomo ou quelque chose comme ça. C'est le golfe du Saint-Laurent qui commence à se refermer. C'est cool. Puis après plusieurs jours plus tard, je voyais graduellement la rive se rapprocher. Puis là au lieu que ce soit juste une fine bande de terre, là je commençais à voir un peu plus de profondeur. Donc, OK, il y a des montagnes derrière. Puis là, je vois différentes... je commence à voir les montagnes sur plus loin. Puis là, en arrivant à Québec, là, tu vois que, bang, ça se referme. Il y a l'île d'Orléans. Puis là, il y a la rive qui est juste de l'autre côté, pas loin. C'est comme, wow, c'est comme j'ai vu le fleuve se refermer. Donc, sur plusieurs jours, au fur et à mesure que j'avançais. Puis c'est ça. Donc, il y avait les rencontres d'un côté. Puis il y avait tout ce contact avec le territoire que tu peux pas vivre quand tu le fais en voiture. Donc, tu peux le vivre en faisant un vélo, j'imagine, je ne l'ai jamais fait, mais c'est probablement le même exercice. Mais là, à pied, en étant directement au bord du fleuve du début jusqu'à la fin, j'ai compris la géographie du Saint-Laurent, donc de manière intime. Puis là, après à Québec, là, c'est OK, le fleuve est vraiment pas large finalement. Donc, par rapport à ce qu'il y a plus loin, puis je l'ai vu se refermer. Puis quand tu arrives à Montréal, c'est comme, voyons, c'est tout petit. C'est tout petit, mais parce que là, je l'ai vu sur 2 semaines se refermer. Parce que, OK, c'est à ça que ressemble le fleuve Saint-Laurent. Donc, il m'en manque un petit bout jusqu'au Grand Lac. C'est pas grave. Une autre fois, c'est pas si loin, j'irai une fin de semaine. Un matin comme ça pour aller s'entraîner, tu passes de bord. Mais ce parcours a été décidé avec des considérations purement esthétiques. Donc, un petit peu comme Ricky Gates, il voulait sûrement passer à des endroits qui lui fassent plaisir à voir. Et non pas d'un souci, il faut que ce soit le plus efficace possible. Non, ça a moins d'intérêt. Donc, en tout cas, moi, je trouve, puis lui, apparemment aussi. Mais je pense que ça donne aussi un sens à tout ça, de le rattacher au-delà de la performance. Parce que, comme tu dis, si tu avais simplement voulu le faire pour la performance, je ne veux pas voler de punch du livre et tout, mais ça va être un petit souci de santé et tout, ralentir une journée et tout, là, je veux dire, si tu es là que pour l'objectif performance puis d'établir un record, probablement que tu aurais tiré la serviette là ou tu aurais dit, j'abandonne, je ne peux pas le faire. Alors que là, il y avait tellement plus de sens humain, de sens, comme tu viens de le dire, avec le paysage, avec ce que tu voyais chaque matin, chaque midi, chaque soir en courant, ça prend un tout autre sens. Puis là, la petite journée où tu as pu en faire moins que prévu, on s'en fout au final. Tu sais. Ouais. Mais ça, j'y avais pensé dès la 2e journée à laisser tomber, pour des raisons absurdes maintenant, parce que j'étais en retard. Donc là où je voulais le faire en 9 jours, puis je me dis, là, j'arriverai pas en 9 jours, je vais arriver en 10 jours. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Là, on parlait du matin de la 2e journée. Je me suis posé la question pour finalement dire, non, je continue, puis on verra bien. Je pense que je peux rattraper le retard, ce qui est absolument jamais arrivé, mais j'étais quand même, malgré tout, coincé dans le carcan dans lequel on se met tous. Mais comme je me suis donné un objectif, puis là, je ne l'atteins pas. Puis pour se rendre compte que finalement, cet objectif-là, ce n'est pas le vrai objectif. C'est pas ça que je veux. Tout ce que je veux, c'est arriver au bout. Puis là, le fait d'avoir un livre à écrire, je pense, m'a beaucoup aidé. Donc, parce que je voyais que l'histoire,
s'écrivait au fur et à mesure. Il m'arrivait tellement de choses. Puis, donc il y a eu justement la bactérie, là, donc de toute façon, j'en ai parlé sur Facebook, qui m'a forcé à une journée de repos. Je n'avais pas prévu de me reposer, puis rajouter une journée complète d'arrêt pour aller à l'hôpital pour faire examiner tout ça. Ça a été une décision finalement très bénéfique. Et donc, ça fait partie des imprévus. Mais donc, c'est ça, l'histoire s'écrivait au fur et à mesure, puis elle a failli s'arrêter à l'hôpital pour finalement continuer. Et là, honnêtement, j'en revenais pas. C'est comme, voyons, l'histoire à des rebondissements, comme si je voulais les inventer, ce serait juste absurde. Mais là, je suis devant un médecin qui me dit non, tu peux continuer, il n'y a aucun problème. Parce que tu sais que j'ai encore 800 km à faire. Je ne suis pas sûr que ça me tente. Puis là, tu me dis qu'il n'y a aucun problème. Parce que, je cherchais une bonne excuse pour m'arrêter, mais ce ne sera pas ça l'excuse. Donc là, je continuais parce que je me dis je veux connaître la fin de l'histoire. Puis je veux la raconter. Puis le seul moyen de connaître la fin de l'histoire, de savoir si j'arrive en haut du Mont-Royal, c'est d'y aller. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'est comme, j'ai une histoire à raconter pour tous ceux qui me suivent. Je vais y aller, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est comme l'objectif, c'était pas de le faire vite, c'était juste d'avancer. Puis de voir ce qui se passe entre le point de départ puis le point d'arrivée. Là, j'ai pas été déçu. Puis de voir le livre se construire aussi. Oui. Est-ce que ton art, que ce soit la photographie ou l'écriture, influence justement le coureur que tu es? D'une part, là, tu dis que le livre te donnait la motivation de continuer, mais même au quotidien de capturer des photos. Puis on parlera tantôt rapidement de ton exposition de photos qui s'en vient, mais ton art photographique motive nécessairement aussi ta course. Est-ce que c'est une source de motivation? Est-ce que l'art influence la course ou c'est la course qui influence l'art? Un peu les deux. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. Mais clairement, ce qui m'a, dans ma reprise de la course à pied, ce qui m'a aidé à retrouver le plaisir de courir tous les jours et d'aller au travail en courant, alors que je pensais avoir fait le tour de mon aller-retour entre le Vieux-Longueuil et puis centre-ville de Montréal, ça a été comme pour le premier livre, ça a été la photo. Donc changer l'objectif de côté, là, finalement, donc le tourner vers moi pour me montrer dans mon environnement, puis faire des compositions, puis pour que les gens se demandent mais où est-ce qu'il a mis la caméra, puis comment est-ce qu'il fait pour se prendre en photo tout seul, parce que c'est pas toujours facile, des fois c'est facile, d'autres fois j'y ai pensé longtemps à celle-ci. Mais c'était clairement quelque chose qui pour prendre ces photos-là, moi j'avais des images en tête où je me dis je sais pas quelle image va sortir aujourd'hui, mais la météo va me révéler quelque chose, et puis la motivation, c'était le meilleur moyen d'aller prendre la photo, c'est d'y aller en courant. Principalement, surtout en hiver, c'est extrêmement photogénique, surtout parce que je suis le seul à y aller. Donc, je ramène des photos inédites, c'est normal, il n'y a personne où je vais. C'est comme quand il fait moins 25 en plein milieu du fleuve, c'est comme ouais, tu prends des bonnes photos, c'est comme venez les prendre, les photos, c'est ouvert à tout le monde, mais je suis tout seul. Donc, il y a ce plaisir-là qui, effectivement, me force à sortir, non, mais ça me motive à sortir tous les jours. Ça me motivait à sortir tous les jours. Là, il n'y a plus d'aller-retour au travail, donc ça a un petit peu changé, évidemment. Mais c'est ça qui m'a remis sur les rails bien avant de remettre une montre pour voir à quel point je cours bien et vite si jamais je veux faire un ultra ou un marathon, pour avoir quand même une idée du temps que ça va me prendre. Donc, c'est la photo qui m'a remis vraiment sur le chemin de la course à pied. Puis après, dans le livre, c'est-à-dire tout comme le premier où il y a des photos partout, le texte et les photos, dans le premier, c'était le même problème. C'était un beau problème, mais c'est que les photos ne vont pas avec le texte. Non, c'est ça. J'ai pas quand je raconte des anecdotes, j'ai en général pas de photos des anecdotes, j'ai pas de photos de cet épisode-là. J'ai quelques photos de la Gaspésie, j'en ai quand même que j'ai pris pendant que j'étais là-bas, mais il y a plein de photos qui sont prises pendant mes allers-retours entre Vieux-Longueuil et Montréal. Puis j'illustre un tracé Percé-Mont-Royal avec des photos qui, a priori, n'ont rien à voir. Mais parce que les images racontent une autre histoire en parallèle je peux raconter une partie de l'histoire en mots, puis l'autre partie se raconte en photos. Donc, c'est deux récits qui se complètent, qui racontent mon expérience de coureur et qui ne veulent pas dire la même chose, mais qui se mélangent bien. Et puis, comme dans le deuxième livre, c'était clair dès le début, il faut qu'il y ait plein de photos partout parce que c'est super intéressant visuellement à regarder. Puis, le texte tout seul serait bien, mais il manquerait quelque chose. Puis, les photos toutes seules, elles sont déjà sur Instagram, on les a déjà vues, mais quand tu combines les deux, c'est comme,
c'est intéressant. C'est ce qui fait ta signature aussi. Tu sais, la DA du livre, elle est fun parce que c'est pas juste un roman écrit noir sur blanc. C'est qu'on vit ton récit, mais on prend le temps de regarder l'image, puis on comprend. Puis tu n'as même pas besoin de le justifier, de dire clairement, cette photo, tu parles de Personne Montréal, c'est une photo de l'hiver à Longueuil. Mais comme tu dis, dans nos événements, tu sais, ton premier tome, tu racontais des récits de course, mais quand tu racontes ton Vermont 100, tu n'as pas 20 photos que tu as pris le temps de prendre avec le bon angle et tout. Alors, inversement, tu ne pourrais pas faire un livre complet seulement sur, tu pourrais, mais Longueuil-Montréal, alors que c'est un sujet de photo qui fait que chaque jour, ça te motive à faire des trucs différents. Puis c'est ce qui fait ta signature. Puis c'est ce qui fait que j'ai hâte d'avoir la vraie version du livre. Là. Je l'attends dans la poste parce que je l'ai. Vraiment beau, là. Ah ouais, c'est ça. Moi, je me suis imprimé les pages en PDF. Puis pour être écologique, j'ai imprimé 4 pages par feuille 8,5 onces. C'est petit, hein. Mais j'ai hâte de voir vraiment le travail de photo aussi. Qui là, il me manque. Il est vraiment beau. J'étais le stress, mais en même temps, les éditions de l'Homme, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Mais dans toute pandémie oblige, tout s'est fait à distance. Donc, le travail d'édition, de correction, travail photographique, montage de la maquette. Donc, tout s'est fait sur un écran. Puis, une photo sur un écran paraît très bien, mais c'est la même photo imprimée. C'est pas pareil. Puis, la même photo imprimée, mise en page dans un livre, c'est encore autre chose. Puis, je sais que c'était la veille avant que ce soit envoyé à l'imprimeur. Là, on est quand même allé, le graphiste, moi, puis une autre des éditions de l'Homme sur place, c'était la directrice de l'équipe graphique, pour voir des épreuves du livre, donc voir la mise en page sur papier. Mais même là, c'était imprimé, mais ce n'était pas imprimé par l'imprimeur, c'était imprimé sur une imprimante professionnelle, mais pas calibré exactement de la même manière, pas le même papier. Donc là, on regarde les photos, c'est comme ça sort bien, c'est agréable de le voir sur papier, mais c'est sombre, puis c'est comme, mais on ne peut pas tirer de conclusion parce que c'est pas l'imprimeur ou c'est pas le même papier. Donc jusqu'au dernier moment, c'est comme, je sais pas si ça va bien sortir. Et on a travaillé sur la mise en page, comme le cadrage, je sais qu'il est bon, je sais que là, ça me coupe pas au milieu du front, puis mais peut-être que ça va juste être trop sombre ou trop clair, ou je ne sais pas. Mais non, ça sort super bien. Puis quand tu penses que ce sont des photos, la majeure partie sont prises avec une GoPro, c'est pas un appareil 30 mégapixels avec un objectif, etc. C'est une petite caméra avec plein de défauts, d'aberrations chromatiques. Puis c'est cool parce que je peux l'avoir partout, mais c'est pas une qualité optique extraordinaire. Mais ça fait une signature qui est facile à comprendre de toute façon, parce qu'au moins je peux prendre des photos au milieu de nulle part. Donc, puis à un moment, j'y suis allé sur le fleuve avec des photographes, puis le matériel, il fait -25, il dure pas longtemps. C'est-à-dire, l'objectif, il gèle, puis il y a de la buée partout, mais c'est pas évident. Donc, il y a l'aspect pratique aussi, parce que ta caméra que tu traînes avec toi vit les intempéries avec toi aussi. Hein, ouais. Donc, puis là, je l'ai vu sur du matériel professionnel qui fait des photos d'une qualité extraordinaire, mais au bout de 15 minutes, le matériel, il est complètement gelé, le photographe aussi, puis le coureur aussi. Donc, c'est vraiment pas simple. Mais là, avec la GoPro, finalement, ça donne un super résultat. Je suis vraiment, vraiment content. Mais c'était le suspense jusqu'à ce que je reçoive les livres il n'y a pas longtemps. Là, je l'ai enfin vu parce que ça sent vraiment bien. Soulagement. Cool. Ouais. Puis bon, c'est ça. Donc, je voulais, c'est également la continuité du premier, c'est-à-dire la mise en page est semblable et pas exactement identique parce que, on pourra en parler justement, le livre n'est pas structuré de la même façon. Ce n'est pas un blog qui a été mis en livre. C'est un livre qui a été écrit quasiment d'une traite. Donc, ça ne pouvait pas être des courts chapitres donc qui passent d'un sujet à l'autre. C'est une histoire en continu qui c'est plus comme un roman jusqu'à un certain point. Puis, donc, la structure du livre rappelle quand même le premier. Mais il fallait que les lecteurs, s'ils ont aimé le premier, il faut qu'ils aiment le deuxième. Puis, je pense que j'ai identifié pourquoi ils ont aimé le premier pour avoir la continuité, mais progresser. C'est-à-dire, pas le choix que ce soit différent, mais il fallait que moi, au moins, j'ai l'impression de faire quelque chose de nouveau, puis qui m'intéresse d'essayer aussi en tant qu'écrivain, en tout cas, en tant que rédacteur de cette histoire-là. Il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau. Non, exactement. Avant de conclure, il y a un truc que je voulais qu'on parle, parce que tu parlais de la belle histoire humaine de ton périple, mais cette belle histoire humaine-là s'est poursuivie entre l'aventure puis là, les gens qui vont le découvrir à partir d'aujourd'hui, maintenant qui est sur dans les librairies. Mais il y a aussi la campagne de sous-financement que j'ai trouvé, je pense que c'est une continuité du beau mouvement de solidarité qui s'est créé autour de ton aventure. Mais parle-moi un peu de cette campagne-là puis de ce que ça t'a amené, justement.
Ben, c'est ça, vu que j'étais en congé sans solde, donc c'était quand même un risque financier, c'était un risque calculé, là, donc j'ai quand même le privilège de travailler en informatique, donc je savais que je retrouverais un emploi tout de suite après. Donc en plein temps de pandémie, c'est clairement un luxe que je pouvais me permettre et que beaucoup de monde ne pouvait pas se permettre, mais ça fait quand même 3 mois et demi avec absolument aucune rentrée d'argent. Bon, c'était pas idéal. Puis je me suis dit, pour remercier les gens et qu'ils puissent m'aider pour la suite de l'aventure, pour l'écriture du livre, où là, j'avais quand même besoin d'une certaine quiétude d'esprit, donc qui inclut les finances. Ah oui. Donc, j'aimerais bien arriver au bout de mon congé sans solde sans avoir à piocher dans mes REER, tant qu'à y être. Donc, s'il faut, je le ferai, mais si je peux éviter, tant mieux. Donc, j'ai lancé ça en disant, je vais faire une campagne de pré-vente du livre et puis en échange, vous aurez un exemplaire dédicacé du livre et votre nom dans les remerciements à la fin. Donc, il fait qu'il y a quelque chose comme 4 pages de remerciements écrits très, très petits parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui ont embarqué dans la suite de l'aventure qui était « J'ai un livre à écrire, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider pour arriver au bout ?» Puis c'était une très belle continuité. Donc, ce qui fait que les dernières pages du livre, là, tout le monde y est. Là, je les montre, là, c'est quand même... ça commence là, ça continue ici, donc c'est écrit tout petit. God. Ouais, donc ça fait du monde, donc vous pourrez chercher votre nom, les contributeurs, vous êtes dedans. Donc c'est, je crois, classé par ordre alphabétique. Oui, parce que moi, j'ai la chance de m'appeler Yannick. Dans ma vie, j'ai toujours été le dernier dans les classes, les numéros de classe et tout. Et là, je suis le dernier de la liste, fait que mon Bravo. Y m'a servi. Bravo. Donc, non, ça a fait chaud au cœur aussi de voir que les gens croyaient dans le projet. Donc pas juste le projet de course, mais tout le projet de raconter l'histoire. Puis là, maintenant, il faut que je continue à dédicacer littéralement des centaines de livres pour les expédier. Douleur de poignet de main. Ouais, non, c'est sûr. Là, j'en ai 450, je crois. Plus, on m'en a commandé 75 du premier livre également. OK. Parce qu'il y en a qui ont commandé le premier et le deuxième. Donc, c'est toute une épreuve en soi, mais c'est pas grave. Hein, c'est moi qui l'ai cherché, encore une fois. Personne ne m'a forcé à faire ça. Une autre sorte d'exploit physique. Ouais. Mais c'est une belle manière de remercier tous ceux qui ont embarqué dans l'aventure. Non, puis ça paraît aussi, je te l'avais écrit, puis je voulais conclure aussi que ma portion critique littéraire. Ah oui, c'est vrai. Je ne vais pas m'inventer critique littéraire, mais ce que j'ai aimé, j'avais adoré le premier qui était très récit de course. Comme tu disais, c'était comme un blog version papier. Puis tu as une plume qui est très poétique, très imagée, que j'avais adoré du premier. Puis c'est ce que j'aime aussi pour lancer des fleurs à Pat Godin qui t'a lancé sur cette histoire de Triple Crown-là, mais Pat aussi a cette capacité-là à, oui, faire un récit de course, mais que ce ne soit pas seulement « il s'est passé ceci, il s'est passé cela », très factuel. Il y a une poésie qui est vraiment le fun. Puis là, je sens que le fait que tu aies pu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'écrire d'une traite, mais ça fait que, je ne veux pas dire que le premier n'était pas uniforme, mais on sentait qu'il y avait un début, un milieu puis une fin à chaque histoire. Puis après ça, on passe à la suivante. Là, il y a vraiment, c'est d'une traite, puis on le sent ça. Puis ça va encore plus loin dans le côté poétique, tantôt même philosophique. Puis moi, c'est ce que j'ai adoré parce que justement, c'est pas qu'un simple récit de course, c'est une aventure, c'est une épopée, c'est un odyssée. Je veux dire, tu le décris comme ça. Puis c'est pas juste odyssée comme le terme qu'on entend qui est utilisé à toutes les sauces. Tu fais des parallèles directs avec l'Odyssée d'Homère. Puis ce livre-là, je sens que c'est une lettre d'amour à la course, c'est une lettre d'amour au Québec, c'est une lettre d'amour à Anne, parce qu'il y a un passage qui m'a vraiment touché, c'est quand tu conclus en parlant de l'Odyssée d'Homère, puis tu compares ton Odyssée à celui d'Homère, puis que Anne est à Athéna et tout, puis on dirait que tout le long, tu l'appelles ton Athéna, puis on s'en rend compte, on connaît l'Odyssée d'Homère, on connaît les personnages, mais moi, ça ne m'avait pas tapé « Ah, il est en train de créer un grand parallèle », puis là, en un paragraphe, boum, tout ça tout ça s'emboîte ensemble. Tu fais OK depuis le début qui utilise ce truc-là, puis c'est vraiment magnifique. J'ai trouvé le titre, ça allait plus loin, parce que l'Odyssée d'Homère, je l'ai lu 3 ou 4 fois. Donc, j'ai lu l'Iliade, qui est pas génial à lire, c'est un peu lourd. L'Odyssée est vraiment meilleur. Donc, Homère est plus là pour entendre des critiques, mais la prochaine fois, fais un livre plus comme l'Odyssée, c'est plus intéressant. Mais ça m'est venu, le titre et la structure du livre est directement inspirée de l'Odyssée, avant même de partir pour la Gaspésie. Puis je pense que c'était même avant de partir pour le Triple Crown. C'est-à-dire, j'avais besoin
parce que là, c'était le premier livre que j'écrivais d'un bloc. Mhm. Le premier était littéralement un assemblage de textes de blog complété par des textes que j'avais écrits spécialement pour le livre, mais qui forcément respectaient le même format. C'est-à-dire, il fallait que je continue à raconter des histoires courtes qui, effectivement, avaient toutes un début, un milieu, une fin. Là, je voulais raconter une histoire au complet, mais je me dis, je pourrais le faire par ordre chronologique, mais c'est moins intéressant. C'est une manière de faire qui est totalement valide, mais moi, ça m'inspirait moins, puis ça ne m'aidait pas vraiment, je trouvais, pour raconter l'histoire. Puis donc, rarement, je me dis, je vais relire l'Odyssée, parce que quand on cherche une structure d'histoire, les Grecs ont déjà tout raconté. Donc, on ne va pas se casser la tête, on va revenir aux sources. Puis l'Odyssée, c'est comme, plein confinement, je ressors les livres que j'ai déjà lus une fois, deux fois, trois fois. Là, je lis l'Odyssée, puis j'ai vu plein de parallèles dans l'histoire d'Ulysse avec la mienne. Donc, à mon échelle, on s'entend. Mais justement, puis donc, il y avait le parallèle que je résume effectivement pour expliquer à la toute fin du livre, c'est-à-dire que dans l'Iliade, Ulysse donc, a fini la guerre de Troie, c'était un siège de 9 ans, puis ils reviennent victorieux, et puis en revenant, donc en quittant Troie pour revenir sur Ithaque dans son royaume, il se perd, puis il disparaît. Donc, alors qu'il était comme au sommet de sa gloire, pouf, on n'a plus de nouvelles de lui. Et puis, quand l'Odyssée commence, moi, tout le monde connaît l'épisode des sirènes, l'épisode du Cyclope, Polyphème qui se fait aveugler, puis plein de trucs dans le genre, puis le fait qu'Ulysse, ça lui a pris des années à revenir, puis qu'à la fin, il fait passer une flèche au travers des fers de hache. Mais quand tu lis le livre, ça commence avec « on n'a aucune idée où est Ulysse ». Puis toute la première partie du livre, on ne parle pas d'Ulysse. On parle de son fils qui cherche où est son père. Puis on ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. OK, je pensais qu'on allait comme décrire par ordre chronologique tout ce qui arrivait à Ulysse, mais non, on ne parle pas du tout de lui. OK, c'est spécial comme structure de livre. Puis dans la deuxième partie, là, on suit Ulysse, puis ça se passe en parallèle avec tout ce qui se passe dans la première partie, où là, c'est comme Ulysse. Et à la fin de son retour, il finit par quitter l'île de Calypso. Et puis là, il est à quelques semaines de finalement rentrer chez lui, alors qu'il a disparu pendant 9 ans. Et puis c'est là, il raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc au passé, voici ce qui m'est arrivé dans les années précédentes. Et ça termine la troisième partie où là, il arrive chez lui. Et puis il finit donc de rentrer chez lui, puis de reconquérir son royaume. Je me suis dit, bon, moi, j'ai pas de royaume à reconquérir. Mais ma guerre de Troie, c'était mes 6 ultras. J'étais au sommet de ce que je pensais pouvoir accomplir. Puis là, j'y suis arrivé contre toute attente finalement. Et puis après, j'ai arrêté de courir, donc c'est ma disparition. Puis d'une certaine manière, ça s'est passé d'une manière semblable, c'est-à-dire j'ai disparu des réseaux sociaux parce que j'étais saturé de tout, puis je ne savais même pas quoi dire sur mon arrêt de la course. Et puis pendant longtemps, les gens se sont demandé mais qu'est-ce qu'il est devenu. Et puis il n'y avait pas vraiment de réponse. Et puis même quand je suis revenu, c'était de manière très discrète. Et puis pour finalement revenir chez moi, littéralement, en partant de Percé, puis en revenant à Longueuil, c'est un retour littéral à la maison. J'ai dormi chez moi dans mon lit la veille de mon arrivée sur Mont-Royal. Et puis c'était un retour aussi à ma véritable identité où j'ai essayé d'arrêter de courir, mais finalement, non. La course t'a rattrapé. La course fait partie de qui je suis, que je le veuille ou non, et après, c'est une question de l'accepter ou pas. Puis là, je l'ai accepté, puis en l'acceptant, j'ai pu faire le Percé Mont-Royal. Et puis, le personnage d'Athéna, qui est Anne dans le livre, c'est pas Pénélope qui attend à la maison que Ulysse revienne. C'est comme, non, c'est Athéna qui, en arrière, qui est la déesse, qui tire les ficelles, puis qui facilite le retour d'Ulysse, puis qui le guide dans son retour. Et c'est bien plus le rôle de Anne dans cette histoire-là que de Pénélope qui attend religieusement au palais pendant 20 ans que son mari revienne. On n'est pas du tout dans la passivité de Pénélope. Non, on est dans la déesse qui tire les ficelles en arrière et qui intercède avec Zeus pour, OK, maintenant permets-lui de partir de l'île de Calypso, puis permets-lui de faire ci, puis qui m'aide à distance. Donc, au début de mon périple Percé-Montréal, puis qui après vient me rejoindre pour les 5 derniers jours. Puis, moi qui arrive, en plus, le parallèle était vraiment drôle, où là, j'arrive comme les cheveux blanchis par le soleil, puis la fatigue, puis déguisé comme un mendiant. C'est exactement la manière dont finit l'Odyssée. OK, donc forcément, ça devait s'appeler l'Odyssée. Puis, il y avait plein de parallèles, puis il y a évidemment tous les parallèles nautiques avec le fleuve, la mer, puis la route des navigateurs, c'est quand même le nom que porte la route 132 pendant une partie du périple. Puis, il y a plein d'îles, c'est facile. Là. Le parallèle était parfait, puis il s'applique encore, comme tu dis encore plus. Tu avais pensé à cette idée-là, cette structure-là, du temps du Triple Crown, mais là encore, là,
force est d'admettre que ce deuxième défi-là, ce plan B-là, il était parfait pour l'image que tu voulais. Puis je voulais aussi, je l'ai dit, cette notion-là de triptyque aussi, de 3 parties du livre, c'est vraiment bon. Puis, pour vrai, je le dis ici, c'est pas parce que je te reçois puis je t'ai dans la face. J'ai adoré ce livre-là. Je me suis limité parce que je commençais à le lire très tard en finissant de travailler. Puis je me le suis gardé sur plusieurs jours parce que j'aurais commencé ça un samedi matin, samedi midi, il aurait été fini. On embarque vraiment, c'est imagé. Tu as une capacité avec les mots, en fait, à, tu sais, quand on lit un livre, on s'invente ce qui se passe dans notre tête et on se trouve des images, mais j'ai l'impression qu'on voit avec plus de clarté à travers ta plume parce que les images que tu crées avec les métaphores, la poésie de ta plume fait qu'on sait exactement ce que tu veux dire. Tantôt, je parlais de la crème brûlée. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vraiment bon. Puis, particulièrement, cette partie 2-là, qui est complètement déconstruite. Tu racontes ta première rencontre avec Anne, qui était journaliste, qui te rencontre pour une entrevue. Puis, à chaque fois que tu parles de ton parcours, là, on termine ça, on change de date. On revient au 2-3 janvier 2019. On repart raconter une histoire qui s'est passée en 2017. On revient. C'est comme plein de pièces de puzzle avec un espèce d'élément central qui est cette discussion-là avec Anne, mais on la découvre par bride à travers d'autres récits. Ça a l'air complexe comment je l'explique, mais ça coule super bien. Puis c'est le fun comme lecteur de se faire challenger puis de ne pas avoir la structure normale A, B, C, D. Là, on est à F, puis on va à A, à Z, à B. Ça se promène partout. Ça a été tellement un casse-tête. Ça me rappelle des souvenirs parce que l'Odyssée suit exactement le même plan. Quand je disais, je me suis inspiré de la structure du texte de l'Odyssée, puis j'ai calqué ma narration là-dessus, même au niveau justement des retours dans le temps. C'est-à-dire, puis c'est pas pour rien non plus que dans la première partie du livre, je parle des princes. Il y a le prince des Caraïbes où on retrouve Woody Grego. Il y a le prince du Bigfoot qui est Pat quand il va faire le Bigfoot, qui a une influence à plusieurs endroits dans ma vie de coureur qui remonte au premier livre puis qui continue de manière très forte dans ce deuxième-là. Puis le terme prince, c'est parce que dans l'Odyssée, Télémaque, le fils d'Ulysse, à un moment, va voir différents princes des royaumes grecs pour trouver des nouvelles de son père. Donc là, il se trouve que c'est moi qui vais à la rencontre des coureurs d'expérience pour voir ce qu'ils sont devenus. Puis ils sont à différents stades de leur carrière de coureur. Donc soit ils ont arrêté de courir, soit ils sont blessés puis ils vivent des hauts et des bas. Donc plein de choses comme ça. Puis la partie du milieu, où justement, je raconte ce qui s'est passé tout au passé, ben là, c'est quand Ulysse, c'est exactement la même chose. Normalement, il arrive dans un royaume avant de revenir chez lui, puis là, il raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc, puis là, je fais exactement la même chose. Puis ça, justement, mais construire cette narration-là, puis cette chronologie, à un moment, j'avais mis sur papier. Je comprends même pas la chronologie de mon livre, parce que je sens que ça va être compliqué. Puis j'étais très nerveux quand j'avais fini le manuscrit que j'ai envoyé à l'éditrice, pour voir est-ce que ça fonctionne, parce que je suis trop proche du sujet. Et moi, j'ai aucune surprise parce que je connais toute mon histoire, que je la mette à l'endroit ou à l'envers ou dans le désordre. Mais est-ce qu'on y comprend quelque chose? Parce que justement, ça part dans tous les sens à un moment. Puis je trouve que ça donnait une tension narrative qui pouvait être intéressante. Donc, puis là, c'est pas un roman, mais je voulais quand même qu'il y ait des surprises. Puis là, mais est-ce que ça marche? Comme moi, je sais pas, j'en ai aucune idée, je peux pas juger. Puis ben là, l'éditrice m'a confirmé que ça marchait. Puis là, je suis vraiment content de voir que ça fonctionne. Moi, c'est mon coup de cœur du livre, tu sais, l'histoire en soi. Puis je le disais, j'avais pas une crainte, mais je me disais, est-ce que ce livre-là va être un récit de course? Je connaissais ta plume, je connaissais ton histoire, je me disais ça va être intéressant même si ce n'est qu'un récit de course. Puis finalement, le vrai récit Percé Montréal, c'est les derniers 50 pages peut-être, je sais pas, mais cette deuxième partie-là est un gros tiers, c'est quand même c'est un gros tiers. La troisième partie est plus longue que les deux autres parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter, mais c'est pas tout le livre, ça aurait été trop limité comme sujet malgré tout. Oui, puis ça permet de tracer le pont puis de mettre la table aussi. Je pense que tu ne peux pas raconter cette expérience humaine-là que tu as vécue, puis le fait que tu as ton Athéna qui tire les ficelles à distance et tout. On ne peut pas raconter ça sans raconter toute la prémisse qui mène à ça. Mais pour vrai, la deuxième partie, pour moi, est un gros coup de cœur. Puis non, mais tant mieux. Parce que je vous recommande, tout le monde qui écoute, d'aller vous acheter ce livre-là, de vous le procurer. Mais la partie 2, gardez-vous du temps, lisez-la d'un trait parce que c'est ça. Tu ne peux pas arrêter en plein milieu. Non. Il faut y aller d'un trait. Je suis content que ça fonctionne parce que d'un point de vue écriture, pour moi, c'était tout un défi. Puis je me suis lancé dans des choses que je n'avais jamais faites avant. Il faudrait que je relise le premier, mais je pense qu'il n'y avait quasiment aucun dialogue. Et cette deuxième partie est un immense dialogue entrecoupé d'autres textes.
Puis quand tu n'as jamais écrit de dialogue, c'est rendre ça comme intéressant. Je ne sais pas si ça marche. Je n'ai jamais fait, c'est tout nouveau. Donc, c'était un beau défi en tout cas. Yes. Ben, avant de passer avec mon petit jeu de la fin de chaque épisode, je veux quand même terminer avec une citation pour donner une citation de ton livre, on s'entend. Je ne vais pas être ici à citer Homère. Non, mais c'est une citation qui, pour moi, résume parfaitement bien ce livre-là puis qui donne le goût de le lire. Tu dis, après avoir tracé une ligne qui serait visible de l'espace si mes sandales avaient eu le pouvoir de marquer la Terre, je dois maintenant raconter comment, après une telle errance, je suis revenu chez moi, comment je suis redevenu moi. Ma vie est une odyssée. Je pense que c'est s'il y a des libraires ou je ne sais pas qui cherchent à résumer le livre en 3-4 lignes, c'est ça. C'est exactement ça. Puis il y a le clin d'œil aux sandales on n'a plus le temps d'en jaser. Puis je pense que dans le domaine des coureurs, les gens connaissent les Luna Sandals. Tu sais, les coureurs d'ultra, on connaît tous Barefoot Ted et tout ça. Mais je pense que ça a tapé l'imaginaire beaucoup des gens que non seulement ils courent une distance de fou, ils font ça en sandales. Ouais, puis ça, c'est un autre truc auquel on peut en parler rapidement, là, on a encore un petit peu de temps. Moi, en tout cas, Ben oui. Mais j'ai pas fait ça non plus pour prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est moi qui courais dans les sandales. Je l'ai choisi parce que je pensais vraiment que je me donnais de meilleures chances d'arriver au bout en sandales. Ça fait 3 ans que je cours en sandales, 3-4 ans, donc j'ai pas sorti ça de nulle part non plus. Ça demande comme n'importe quoi une adaptation. Puis je voulais pas prouver que les sandales étaient supérieures à des chaussures, etc. Moi, ça me convient. Et je savais aussi pertinemment qu'en chaussures, parce que je cours aussi en chaussures, là, pas juste en sandales, qu'il n'y a rien que tu peux mettre au pied qui va être magique. Tu ne vas pas éviter les problèmes avec une paire de chaussures, telle paire de chaussures ou une autre, ou telle paire de sandales ou une autre, ou pieds nus. D'ailleurs, chaque manière de courir a ses avantages et inconvénients. Pour moi, puis finalement, ça s'est révélé un super choix. Les sandales, c'était idéal parce que c'était très léger. Je pouvais en avoir une paire de rechange dans mon sac à dos, tandis qu'une paire de chaussures, ça ne rentrait pas. Et puis, je me suis dit, quand on court en ultra, les pieds vont gonfler, je vais avoir chaud, j'aurai des ampoules, que je le veuille ou non. En sandales, j'élimine tous ces problèmes potentiels-là. Si le pied gonfle, j'aurai encore la place. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait une infection bactérienne qui allait faire doubler mon pied de volume. Et puis, qu'en sandales, finalement, j'ai eu aucun problème parce que y a de la place. Il n'y a aucun problème. Si j'avais été en chaussures, ça aurait été un méchant problème. En sandales, ça faisait mal, mais le pied rentrait encore dans les 3 sangles qui tenaient le pied en place. C'était très laid, mais au moins, je pouvais avancer. Ça s'est avéré être un bon choix considérant ce qui s'est produit aussi. Mais ça a tellement marqué l'imaginaire, ça aussi. Là, mais non, c'est parce que littéralement, pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus confortable. Et ça a été le seul choix que j'ai fait qui s'est révélé. Je pensais que c'était une bonne idée et ça s'est révélé être une bonne idée jusqu'à la fin. Puis c'est une belle pub pour Luna Sandals quand on parle de la durabilité du truc. Hein? Oui, elles n'étaient pas neuves en plus, ces sandales. Elles ont fini par casser. Hein. Oui, c'est ça, tu avais une deuxième paire. Non, elles ont cassé il y a quelques mois. Ah, ok, c'était pas. J'avais vu ça, à un moment donné, que tu avais cassé tes sandales, mais c'était les celles de Percé qui ont cassé plusieurs mois plus tard. Donc, je les avais déjà depuis l'année d'avant. J'ai couru le Percé Mont-Royal avec, puis j'ai continué à les porter à l'automne. Puis à un moment, la sangle a fini par casser, mais il a fallu presque 3000 km. Bon, elles avaient vu du terrain, elles étaient vraiment très, très fines, mais c'est la sangle qui a fini par casser. Donc, c'est plus que la majorité des paires de chaussures. Donc, oui, un bon produit. Ouais, c'est résistant, ces trucs-là. À essayer avec modération. Hein? Comme n'importe quoi, comme n'importe quelle transition. Hein? L'autre barre aussi, quelqu'un qui court avec du peu coussiné, qui se met un Altra ou un Hoka dans les pieds, c'est pas mieux non plus. C'est tout transfert vers un degré de minimalisme, maximaliste différent doit se faire doucement. Je voyais la semaine passée, ou il y a 2 semaines, quand Karim El Ayani a couru son record de demi-marathon. Encore là, ça l'a tapé dans l'imaginaire, mais Karim s'est pas levé la veille, puis hey, je vais l'essayer. Je veux dire, ça fait des années et des années. Il a gagné le championnat d'Espagne de course en santé en 2011, si je ne me trompe pas, nu-pied. Ça fait longtemps qu'il le fait. Tu sais. Oui, puis je pense qu'il disait qu'il courait nu-pied même depuis son enfance, depuis à peu près. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui se construit sur très longtemps. Puis, il y a bien des choses dont je parle dans le livre et que je fais. C'est le résultat, le premier livre en explique une partie, mais c'est le résultat de 15 ans de progression très lente dans plein de directions différentes, incluant les sandales, incluant la résistance au froid. Courir en short à moins 28, ça se fait, mais progressivement. Là, maintenant, je peux, mais il y a 10 ans, je n'aurais pas pu. Non, pas du jour au lendemain. Et toutes ces choses-là sont résultats d'une longue adaptation. Mais il faut vouloir
vouloir passer par cette période d'adaptation. Puis là, faites ce que vous voulez. Là. Si vous n'avez pas envie de courir en short l'hiver, je comprends. Là. C'est vraiment pas grave. Et moi, ça m'amuse pour une raison que je ne pourrais pas expliquer. J'abonde dans ce sens. Il y a quand même une satisfaction. Je sais pas. J'abonde dans le même sens. Je sais pas si ça s'explique de quelconque façon, mais ouais, moi, jusqu'à -10, -12, j'ose les shorts. Puis après ça, bon, je deviens avec les pantalons longs. Ouais. Pour terminer, moi, mes entrevues, j'ai toujours mes questions éclairs NAC. Je t'explique, c'est très simple. 10 questions, 2 éléments. Il faut répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT, on parlait de record tantôt. Là pour les questions éclairs, il y a un record en jeu. C'est Richard Turgeon, que tu connais peut-être, en 25 secondes. Sinon, du côté des filles, c'est Marianne Hogan depuis 2 semaines qui est en 21 secondes. Donc, est-ce qu'il y a des catégories d'âge? Ou... Non, c'est tout le monde ensemble. Écoute, ce qui est le fun là-dedans, c'est que mid-packer, backpacker ou coureur élite, il n'y a pas de différence. Tout le monde a sa chance. Excellent. Fait que tu me dis quand tu es prêt, je te lance les 10 questions. Vas-y. Route ou trail? Trail. Sandales ou espadrilles? Sandales. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Roulant. Courir le matin ou le soir? Matin. Question NAC, saveur baie et noix ou amande chocolat? Amande chocolat. Écrire ou photographier? Écrire. Course utilitaire, l'hiver ou l'été? L'hiver. UTMB, Diagonale des Fous? UTMB. Ultra ordinaire, volume 1 ou 2? 2. C'est très bon, 28 secondes. Hey! Ouais, mais il y avait une question malgré les hésitations, je pense là. que si le écrire ou photographier n'avait pas été là, je pense que le record de Richard allait tomber, mais là, je ne l'ai pas mis facile. Là, ouais. Mais non, le 2, pour la simple raison que j'ai l'impression d'avoir progressé. J'ai appris d'un premier livre, donc d'ailleurs c'est le premier, puis c'était un super beau projet, c'est toute une aventure d'écrire un livre, puis j'y connaissais rien. Puis des choses que j'avais appris en écrivant le premier, je les avais oubliées en commençant le deuxième. Mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir progressé avec le deuxième livre. Donc après, est-ce que ça va plus plaire ou moins plaire? Là, c'est plus sous mon contrôle. Mais je me suis beaucoup amusé à écrire ce deuxième-là. Donc pour ça, je le préfère au premier. Ça paraît dans ta plume. C'est comme tu dis, c'est une progression. Je pense que c'est comme la course, on progresse tranquillement à notre rythme. Mais l'écriture, c'est un médium qui est la même chose aussi. Puis ça paraît. Puis je te félicite. Je te remercie d'être venu en jaser avec moi pour la date pile de sortie de ton livre. Mais aussi, je te félicite parce que c'est un roman. Je ne le dis pas parce que je te reçois, je le dis du fond du cœur. J'ai adoré de la première page à la dernière. Puis si vous écoutez ça présentement, puis vous n'avez pas encore considéré l'acheter, let's go, c'est le temps. Merci infiniment. J'en profite aussi pour le mentionner rapidement, mais parallèlement à le lancement de ton livre, tu as aussi une exposition de photos. Tu en parles dans ton livre intitulé Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, qui est un clin d'œil, mais bon, je laisse les gens qui vont lire le livre découvrir quel est ce clin d'œil, mais c'est en virtuel et en présentiel du 14 avril au 20 juin. Comment les gens peuvent découvrir ça en virtuel? Il y a une petite vidéo qui va être réalisée, donc c'est à la Prairie, donc c'est au centre, comment ça s'appelle? Le nom est compliqué, Centre multifonctionnel Guy Dupré. Donc, en tout cas, c'est la bibliothèque publique à la Prairie. Ils vont réaliser une petite vidéo de 3-4 minutes quand moi je vais aller installer les photos. Il y a à peu près 24-25 photos. Donc je vais présenter l'expo, ils vont pouvoir montrer les œuvres. Donc la visite virtuelle sera finalement regarder une vidéo de 3-4 minutes. Donc, ce qui va me permettre au moins d'expliquer ma démarche, de montrer un petit peu ce qu'elle a. Mais vu que là, on espère avoir quand même un petit creux au niveau de la COVID, que ça va s'améliorer. Il y aura moyen d'aller voir les photos en vrai. Donc, j'imagine en limitant sérieusement le nombre de personnes qui y vont à la fois. Ça va. De toute façon, l'expo est là pour 2 mois. Donc, pas la peine de se précipiter. Mais effectivement, puis c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais qui a été décalé d'1 an à cause de la COVID. Donc, ce qui fait que ça tombe en même temps que la sortie de mon livre. Donc, ça aurait dû avoir lieu il y a 1 an. Mais bon, là, finalement, tout arrive en même temps. Donc, le livre et l'expo photo. Donc, mais non, c'est un autre projet dans lequel je m'étais lancé. On m'en avait parlé souvent. Les photos, pourquoi tu ne fais pas d'expo? Je me connais encore moins en expo qu'en écriture de livre. Là. C'est comme je ne sais même pas à quoi ça sert. C'est cool, mais puis en même temps, c'est encore une fois, c'est des photos prises avec une GoPro, comme une fois imprimées en grand. Est-ce que ça sort bien? Puis je vais le savoir quand je vais recevoir les photos, mais je pense que oui. J'avais fait un essai, puis ça sort quand même bien. Donc, ça va être sympa. On va surveiller ça. Puis de toute façon, si on veut te suivre à une expo en continu, c'est ton compte Instagram, Yoann Rock. Tu partages tes clichés du jour, c'est toujours sympathique. Fait que je te remercie de ton temps, Yoann. C'est vraiment le fun. Je rappelle à tout le monde, Ultra Ordinaire, volume 2, Odyssée d'un coureur, chez les Éditions de l'Homme, qui en vendent dès aujourd'hui.
mercredi 24 mars. Donc, merci beaucoup, Johan. Ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, je remercie, comme d'habitude, David Hébert qui signe le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. J'en profite pour remercier Jacinthe Lemay des Éditions de l'Homme qui a pu faciliter pour que je puisse lire le livre. Je ne voulais pas une exclusivité, mais je me suis dit, tant qu'à recevoir l'auteur dans le cadre d'un podcast, ça serait le fun de pouvoir le lire avant. Vous avez accepté, donc je vous remercie pour ça. J'ai pu me délecter de ça avant tout le monde. Je me sentais hyper privilégié. Donc, merci tout le monde. Merci, Johan. Puis, je vous dis à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.